Donc si vous voulez bien, s'il vous plaît, vous asseoir. On va bientôt commencer la deuxième table ronde qui s'intitule « Solutions fondées sur la nature pour des sols pollués, est-ce que ça marche ?» Je remercie beaucoup Monsieur Madrol d'être venu avec nous. Donc vous êtes le représentant de la biodiversité pour la région sud. Et voilà, donc je vous remercie. Vous nous avez proposé d'intervenir avant cette deuxième table ronde, si vous pouvez la présenter. Et donc je vous remercie aussi du soutien que la région sud apporte à l'ensemble de la tenue de cette journée sur la bioremédiation et le sol vivant. Eh ben, merci beaucoup. Merci d'abord de m'avoir invité. Et puis c'est toujours un moment un peu d'émotion de revenir ici dans cette citadelle, puisque je disais à Mme Rubinstein, quand j'étais adolescent, je jouais ici. Vous savez, comme beaucoup d'enfants du quartier, s'il y en a dans le quartier, c'était un lieu fermé. Il y avait encore les enclos à cochons derrière quand vous visiterez, et c'était complètement délabré. Et je vais vous faire une aparté, c'est comme ça. Et un jour, j'ai une formation de travailleur social au départ. Moi, je ne suis pas du tout politique, historique, etc. Je suis écologiste depuis les Amis de la Nature, pour ceux qui connaissent, avec René Dumont, avec pas mal de nos amis. Et un type est arrivé me voir un jour. Et j'étais donc directeur adjoint d'un centre qui s'appelait l'ADPEI, l'Association départementale pour l'emploi intermédiaire, avec Daniel Sedminder pour les plus années. Et un type qui vient me voir, et il s'appelait Arnaud Castagnède. Et Arnaud arrivait de Guyane, et il m'a dit, j'ai un super projet, je veux créer une association, Actavista, et créer, en fait, récupérer des lieux pour pouvoir mobiliser. Puis au début, je lui ai dit, mais il est complètement dingue à Marseille, mobiliser et pouvoir refaire cette citadelle, ce lieu. Je me dis, il est complètement dingue. Et pourtant, avec l'histoire d'Arnaud, l'histoire du groupe SOS, c'est une réussite. Et moi, vraiment, je voulais vous remercier de ce que vous faites avec le groupe, avec vos initiatives et comment vous ouvrez. Je voulais remercier tout le travail que vous faites autour de l'insertion. Ça me tient à cœur. Je vois à chaque fois que je prends du temps pour voir tous les travaux qui sont faits et c'est une belle réussite. Et vraiment, pour Marseille, c'est quelque chose de beau. Ça, c'est mon côté social. Je prends ma casquette d'écologiste pour vous dire qu'effectivement, la question donc de cette table ronde, c'est nouveau pour nous à la région de travailler sur cette question de la biodiversité telle que vous l'abordez. Et pourtant, ça va très vite. Je crois que les petites graines que les écologistes ont plantées pendant des années, les petites graines que les scientifiques, que vous avez plantées dans la tête des politiques, sont en train de germer. Et quand j'en parle avec mes services, et merci à mes services, et puis notre adjointe, Christine Juste aussi, avec qui j'ai pu... Exactement, un peu piété. Et donc, au fur et à mesure, ça a germé. Et je me rends compte qu'à tous les niveaux de la région, la question des solutions basées sur la nature, la question de la protection de l'environnement en ville, toutes ces thématiques, par exemple, qui est la création d'espaces d'élo de chaleur en ville, toutes ces questions-là animent toutes nos réflexions. J'ai eu, excusez-moi, la région, mais je sors un peu de mon rôle, mais on a eu une rentrée de la majorité régionale l'autre jour autour de Renaud Musier et Christian Estrosi. Et c'est vrai que pour cette droite du Sud, la question de l'environnement n'est pas forcément une évidence depuis des années. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure, je vois des yeux qui se lèvent, ouais, et pourtant, je me rends compte aujourd'hui que les questions qui nous animent deviennent à l'ordre du jour de leurs préoccupations. Et c'est très bien parce que pour nous qui nous battons pour la biodiversité depuis des années, moi ça fait 40 ans que j'essaye avec certains de nos amis de me battre pour la protection de la Méditerranée, me battre pour la protection des parcs naturels, me battre pour la protection et la création d'espaces verts en centre-ville. Au fur et à mesure, ça commence à coïncider avec l'agenda politique de nombreux hommes politiques. Et c'est très bien et on ne peut que s'en réjouir. Donc quand je vois l'ensemble des rencontres qui sont faites sur ces thématiques-là, comme vous aujourd'hui, quand je vois les citoyens se mobiliser autour de ces thématiques-là, eh ben, je peux qu'en m'en réjouir parce que vous venez mettre de l'eau dans notre moulin et à chaque niveau, ça nous permet effectivement de pouvoir agir. On ne peut rien faire sans vous. Les citoyens sont acteurs du changement de mentalité des politiques et vous le savez. On le voit à un degré autre de ce qui se passe autour de la question du foulard en Iran. On voit ce qui se passe actuellement en Russie avec la mobilisation des mamans, etc. La citoyenneté, les groupes de pression
que vous exercez, vous étudiants, vous scientifiques, nous permettent de pouvoir nous donner des éléments pour pouvoir essayer d'avancer. Si on a réussi, excuse-moi, je suis un peu long, mais si on a réussi à faire bouger les lignes sur les climato-sceptiques, si on a réussi avec la ville de Marseille, avec la métropole, à aborder la question des 100 villes décarbonées, si on a réussi avec mes copains écolos de la ville, on n'est pas d'accord sur tout, mais en tout cas on est d'accord pour protéger déjà la situation à Marseille et la Méditerranée, avec Christine, avec Hervé Manchon ou Sébastien Barle. Ça nous permet effectivement d'agir parce que vous êtes utile aujourd'hui dans les groupes de pression. Quand, et je finirai par là, on est invité en permanence pour ramasser les déchets sur les plages. Il y a une 50aine d'associations qui nous invitent systématiquement à ramasser les déchets sur les plages. Ce n'est pas évident pour nous, tous les samedis matins, de dire à nos femmes, à nos enfants, à nos maris, etc., de dire, bon, chérie, ce matin, j'irai encore ramasser les déchets. On me dit, mais tu passes ta vie à ramasser les déchets sur les plages. C'est utile, parce qu'à chaque fois, ce n'est pas pour le déchet uniquement, c'est le fait de se mobiliser sur les causes qui nous permettent de faire avancer les choses. Donc oui, le travail que vous faites est fondamental, la réflexion que vous portez est fondamentale, et au niveau de la région, avec les services de la région, nous serons à vos côtés pour pouvoir porter cette réflexion et porter surtout les réalisations. Il faut passer de cette écologie de la bien-pensance et du vœu qui va nulle part aux réalisations. À la région, nous sommes dans les réalisations. À la ville de Marseille, avec les conventions que nous avons passées avec Benoît Payan, nous allons avancer dans ce sens-là. On espère que les autres collectivités, sans aucune animosité pour mes autres collègues, suivent le mouvement parce qu'il en va d'une part de la question de la santé de nous tous, il en va de la question de l'air, il en va de la question du sol. Et je finirai par cette petite histoire de ce petit lombric. Vous connaissez l'histoire du lombric, hein, qui va dans la terre et qui nettoie cette parcelle. Moi, je me considère des fois comme un petit lombric. Voilà, je me considère, c'est vrai que au premier vue, je n'ai pas l'impression de passer pour un lombric. Mais en tout cas, pour un petit lombric, j'essaye au fur et à mesure d'où je suis, de faire mon petit trou et d'aérer l'espace où je suis pour que les idées puissent émerger. Et encore, merci pour ce que vous faites. L'histoire du lombric, c'est pas très grave. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Madrol. Je crois que, par ailleurs, vous serez obligé de nous quitter parce que vous avez un agenda chargé un peu plus tard, d'après ce que j'ai compris. Je suis un salaud d'écologiste. Je prends l'avion pour aller à Paris tout à l'heure parce que je suis à Matignon à 15h15. Ah, ça... Donc, tu ne balances pas, toi, Christine. Un vendredi, prendre l'avion parce que... Attends, mais tu prends... C'est même pas la peine, un train à Marseille, ça n'existe plus. Bon. Merci beaucoup pour votre intervention et votre soutien. Donc la table ronde que nous allons maintenant écouter et créer ensemble, en fait, propose 4 cas d'études. Le premier cas s'appelle la citadelle de Marseille, comment peut-on agir, avec Mathilde Rubinstein. Le deuxième est intitulé Combiner gestion des sols contaminés et restauration des écosystèmes, point d'interrogation. Phytostabilisation à l'Escalette dans le parc national des Calanques avec Alma Eckenroth. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Oui. Le troisième cas, c'est un cas dans la région sud qui s'intitule « Des fourmis et des hommes pour restaurer la biodiversité et les fonctions d'un sol après dépollution, le cas d'une fuite d'hydrocarbures dans la plaine de Crau » avec Thierry Dutoit. Et le dernier cas s'intitule « Le phytomanagement, une seconde vie pour les sols pollués », exemple des projets Phytéo et Déphitop avec Anissa Lounès Hadj Sarawi qui est au bout de la salle. Voilà. Donc, sur le cas d'étude de la citadelle, je vais ouvrir le PowerPoint. Donc, pendant que ça s'ouvre, même si Mathilde a déjà plusieurs fois parlé, je vais te représenter. Donc, Mathilde est coordinatrice générale de la Citadelle de Marseille, là où nous sommes actuellement. Mathilde Rubinstein œuvre depuis 15 ans à la direction de structures culturelles. Après une expérience de 11 ans dans le spectacle vivant, elle a assuré la coordination générale de Manifesta 13, biennale de création contemporaine européenne et nomade, qui s'est tenue en 2020 à Marseille, avant de rejoindre fin 2021 la Citadelle de Marseille pour écrire et mettre en œuvre le projet d'ouverture au public. Voilà, donc merci de
cette présentation. À toi. Alors, en préambule, peut-être un mot sur ce cas d'école, qui n'en est pas un, puisque dans les faits, nous démarrons le processus ici. Cette introduction en fait, me permet de vous expliquer pourquoi est-ce que, dans le détail, on mène cette table ronde aujourd'hui dans ce contexte. Vous expliquer en fait mon point de vue aussi de porteur de projet et pourquoi est-ce que j'en viens à me poser les questions qui sont celles de la gestion des sols et des espaces verts et en quoi finalement ça s'intègre parfaitement dans un projet culturel, notamment parce que de plus en plus de sites culturels ont aussi des espaces verts à gérer, notamment dans le domaine patrimonial, et qu'ils vont tous, ou ils se sont tous posé les mêmes questions que moi, à savoir comment est-ce qu'on ouvre et comment est-ce qu'on donne l'accès aux espaces verts des sites culturels que nous exploitons. Donc peut-être vous dire dans un premier temps ce qu'est la citadelle de Marseille, parce qu'il y a plusieurs dénominations qui circulent. La citadelle de Marseille, c'est d'abord une association, donc je vous l'ai dit en préambule tout à l'heure, c'est l'association qui porte le bail amphithéotique administratif de 40 ans, confié par la ville de Marseille à cette association, et qui a deux missions, celle de restaurer le site dans sa totalité, dans les règles de l'art et dans le respect de son classement monument historique, et l'autre mission consiste à l'ouvrir au public et à ouvrir ces 5 hectares d'espaces verts en hyper-centre-ville au public. Parmi ces espaces verts, excusez-moi, je commence à fatiguer. Ça fait une semaine qu'on est en semaine du patrimoine, donc je commence à fatiguer. Donc, la citadelle de Marseille, elle gère ce lieu. Et la citadelle, c'est aussi un lieu, donc j'y reviens. C'est le nom que nous donnons à la partie haute du fort Saint-Nicolas. Le fort Saint-Nicolas, c'est ce fort militaire construit à la demande de Louis XIV sur 7 hectares à l'origine, qui part de l'entrée du port, de la mer, jusque derrière nous, le boulevard, l'avenue de la Corse, et qui a été coupé en deux à la fin du XIXe siècle par Napoléon III pour accompagner notamment l'évolution économique de la ville sur cette rive du port qui jusque-là était essentiellement agraire. Donc l'armée a de fait identifié le bas du fort en le renommant Fort Gantôme et le haut du fort en le renommant Fort d'Entrecasteaux. Si ce n'est que personne au sein des Marseillais n'a jamais en fait vraiment pris connaissance de cette information, puisqu'ils n'avaient pas besoin de renommer le Fort Saint-Nicolas, puisque de toute façon ce fort était fermé au public jusqu'en 2010. Donc pour les Marseillais, on est au Fort Saint-Nicolas. Pour les militaires, nous sommes au Fort d'Entrecasteaux. C'est beaucoup de dénominations qui sont très compliquées et on a cette association, la Citadelle de Marseille, qui s'inspire aussi d'écrits d'historiens qui appelaient à l'époque cette citadelle la Citadelle de Marseille. Et donc pour, on va dire, s'adresser au grand public, ce qui est notre vocation, nous avons décidé à la fois d'être l'association La Citadelle, mais aussi de renommer ce lieu et de parler de ce lieu comme le lieu de la Citadelle de Marseille. Donc voilà pour la sémantique, on va dire, générale. Maintenant, on est donc une association et un lieu de 5 hectares, qui donc 3 hectares d'espace vert. 1,5 hectare devant nous, 1,5 hectare à l'ouest, sur ce qu'on appelle le Glacis Ouest. C'est un site spectaculaire, jamais ouvert au public, on l'a dit, et donc nous avons la mission de l'ouvrir dès que possible, selon une tranche, selon un phasage qui a été discuté avec la ville et qui doit se concentrer dans un premier temps sur les jardins que vous avez traversés, ce qu'on appelle les jardins nord. C'est enfin un projet, la Citadelle de Marseille, c'est un projet patrimonial, culturel, mais aussi social, sociétal, qui s'appuie sur les valeurs de l'économie sociale et solidaire. C'est un projet qui va intégrer les notions de développement durable, notamment parce que nous sommes durables de plusieurs manières, d'une manière sociale. On l'a déjà évoqué rapidement tout à l'heure.
L'essentiel des travaux ici sont réalisés via le chantier d'insertion Actavista et donc a vocation à accompagner la réinsertion de personnes en situation de fragilité. Mais on est aussi durable parce qu'on est un chantier d'éco-restauration. Et c'est des choses sur lesquelles, qui n'ont pas forcément été verbalisées jusqu'à maintenant, mais le fait même de travailler sur les méthodologies de bâtiments anciens nous impose finalement d'être durable. Tous les matériaux sont recyclés, tous les matériaux sont des matériaux recyclables. Le sourcing, puisqu'on parle comme ça maintenant, le sourcing des pierres est fait de manière raisonnée. Et il n'y a pas d'éléments chimiques qui viennent intervenir dans les méthodologies qui sont utilisées aussi. Donc on est un bâtiment durable, on est un chantier éco-responsable. Et on a donc la responsabilité maintenant d'espaces verts qui sont très précieux, en hyper-centre-ville, dans un tissu urbain très dense et dans lequel il y a, on le sait, à Marseille, très très peu d'espaces verts accessibles au grand public. Donc le projet de la Citadelle, il s'appuie, pour résumer, sur 4 valeurs, 4 dimensions, qui sont des valeurs d'insertion, de transmission, de développement durable et des valeurs de création culturelle et artistique. Je vous le disais en aparté, on a le projet d'ouvrir les jardins nord, donc les jardins que vous avez traversés au grand public. Et ne serait-ce que sur ce premier projet, on se pose les questions qui sont les suivantes, qui sont on va l'ouvrir, soit, ça c'est la demande, on va dire, formelle de la ville, mais pour en faire quoi? Donc on sait que ça va être un jardin public, un jardin gratuit, qu'on a la nécessité d'avoir une approche paysagiste, ne serait-ce que parce qu'on est classé monument historique. Mais au-delà de cette exigence, comment est-ce qu'on peut apporter du sens à ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va en faire un support de médiation scientifique, notamment au regard des études de sol que nous avons menées et qui nous ont interrogés sur la manière dont on devait traiter les sols? Est-ce qu'on va en faire un laboratoire d'essences endémiques? Est-ce qu'on va aller présenter l'ensemble des essences aromatiques ou des essences des plantes endémiques qui sont encore ici vivaces? Et est-ce qu'on va faire, par exemple, un démonstrateur d'espèces résistantes au changement climatique? Ça, c'est beaucoup de questions qui nous ont été posées, notamment lors de la concertation publique qu'on a pu mener en début d'année pour identifier avec les citoyens le projet. Et ce sont des questions que nous allons développer tout au long des prochains mois pour pouvoir aboutir dans 18 mois à l'ouverture de ces jardins. Mais la question qui nous a le plus on va dire, interpellé, merci, c'est la question du Glacis West. Alors le Glacis West, c'est un espace qui n'est définitivement pas ouvert au public, qui, même lors des journées du patrimoine, qui sont les journées au cours desquelles on ouvre grand les portes, ne sont pas accessibles. Et qui pourtant ont, en tout cas à première vue, un énorme potentiel. C'est un espace qui est derrière, qui ressemble en fait au versant d'une calanque, d'un éperon rocheux, qui était le terrain de jeu, M. Madrol l'a rappelé tout à l'heure, des gamins du quartier il y a à peu près 40-50 ans. Et dont on ne savait pas bien quoi en faire lorsque les premières personnes se sont interrogées sur le projet d'exploitation de la citadelle. L'idée qui a été la plus porteuse à l'époque, donc je vous parle d'il y a 2-3 ans, et qui a été du reste annoncée dans les médias, annoncée auprès des partenaires institutionnels, a été de créer une ferme urbaine, et plus exactement la plus grande ferme urbaine d'Europe. C'est une idée qui était très enthousiasmante pour les citoyens, pour les
politique pour même l'équipe qui voyait d'un très bon œil le fait que l'on puisse intégrer des animaux dans cette ferme, qu'on puisse avoir toute une dimension de médiation scolaire vis-à-vis de ça. Et ça accompagnait en fait la mouvance des jardins participatifs qui sont en train de fleurir et qui ont fleuri, et de l'agriculture urbaine d'une manière générale qui fleurissent actuellement évidemment partout en France et notamment à Marseille. Le bon réflexe qui a été pris à l'époque a été de s'adresser à des professionnels de l'agroécologie, et c'est la raison pour laquelle l'Université du domaine du possible est intervenue rapidement dans le projet, dans le développement du projet, laquelle a dit bien sûr c'est super, une ferme urbaine c'est une excellente idée, commençons par voir exactement ce qu'on peut faire, faisons des études de sol. Donc, les études de sol ont été commandées et sans surprise, vous pourrez constater que les études de sol ont tué le projet dans l'œuf, notamment, sans jeu de mots, notamment donc, sur la partie Glacis Ouest, puisqu'il a été identifié que les sols avaient été pollués avec notamment des hydrocarbures et des métaux lourds, et que la quantité de concentration, même ponctuelle, on n'est pas sur une pollution majeure, mais on a des concentrations ponctuelles significatives qui interdisent tout projet alimentaire sur le site. Donc ce constat a été en fait une surprise et un choc pour l'équipe, parce que par ailleurs, on le soulignait tout à l'heure, il y a des espèces qui vivent sur ce versant ouest. C'est un endroit qui est plutôt riant, très agréable, avec beaucoup de végétation, et donc pour les néophytes, pour la néophyte que je suis, et les néophytes en termes d'écologie que sont l'ensemble des équipes ici, c'était d'autant plus surprenant. Il faut que je conclue bientôt, donc je poursuis. Donc la question qui a été, donc je suis arrivée à ce moment-là, et la démarche a été la suivante. Nous sommes une structure d'économie sociale et solidaire. On est dans la logique qui consiste à avoir une approche durable. Et quand on parle de pollution des sols et donc de dépollution des sols, la première idée qui vient, c'est souvent l'excavation, le fait de enlever le sol pollué pour le remplacer par du sol non pollué. Or, très rapidement, et notamment en discutant avec Isabelle, ça nous est apparu complètement absurde, puisqu'on perd le vivant, en fait, et donc c'est une solution qui n'est absolument pas durable, mais ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc on a eu la volonté de préserver ces sols. On avait entendu parler via un projet culturel et artistique qui est donc Manifesta, qui était une biennale d'art contemporain et qui avait mobilisé certains artistes sur des questions de remédiation, notamment, mais appliquées à l'eau, qu'il existait des organismes vivants susceptibles de digérer ces polluants. Et donc notre démarche, en considérant que nous sommes une structure de l'ESS, que nous sommes un laboratoire à ciel ouvert depuis 20 ans pour des questions d'insertion, pour des questions de restauration du patrimoine, et bien que nous allons devenir un laboratoire à ciel ouvert pour ces questions de dépollution des sols, en proposant un espace d'expérimentation, un démonstrateur auprès des académiciens notamment, afin de pouvoir témoigner de l'existence de ces solutions et de leur faisabilité et de leur efficacité. Et en plus de ça, on va dire, à côté de ça aussi, parce que nous avons un regard économique sur la gestion d'une exploitation d'un site culturel, on souhaite accompagner en fait une filière économique qu'on a identifiée comme étant en devenir, qui est la filière de la bioremédiation. Et donc on souhaite créer les conditions qui vont permettre à des jeunes entreprises de se spécialiser dans ces solutions et de les déployer à grande échelle. Donc nous, si on peut être un facilitateur de la diffusion à grande échelle des solutions fondées sur la nature pour dépolluer les sols, on estime qu'on aura rempli notre mission à tout point de vue. Notre atout, on en a parlé tout à l'heure, c'est le temps long. On a
cette chance de ne pas être obligé de produire un projet avec une rentabilité importante à court terme. Et donc, on a cette possibilité de faire intervenir le temps long. Et c'est sans doute aussi ce qui nous permet de faire cela. Alors, pour mettre en musique tout ça, on en a parlé très très rapidement en début de table ronde ce matin. Avec Isabelle Lafonchoab et Émilie Rousselot, on s'est réunis pour proposer ce projet européen qui s'appelle Remade Space. Et qui s'intègre donc dans le New European Bauhaus avec à la fois une approche scientifique, donc portée par l'AMU et le laboratoire PELPED, un projet de participation citoyenne qui va passer par la mise en place de tables rondes, de workshops, d'échanges avec les premiers usagers du site qui sont les salariés en insertion. Il y a 100 salariés en insertion par jour qui viennent travailler ici, mais aussi les voisins, mais aussi les Marseillais au général. Et donc pour voir ensemble quel type d'usage on pourrait appliquer à ces espaces demain. On va y adosser, on en a parlé tout à l'heure, une résidence d'artistes pour élargir le propos et pour créer une résonance avec les citoyens. Et on a ce projet d'incubateur d'entreprise centré sur la phyto et la bioremédiation et qui va, elle aussi, ce projet va être partagé avec tous ceux qui souhaiteront nous accompagner et nous soutenir dans cette démarche pour qu'on puisse identifier les réels besoins de cette filière et construire l'offre d'accompagnement et de formation qui va avec. Voilà. Je m'excuse, j'ai peut-être pas été très précise, mais je commence à fatiguer. Ah si, c'était très précis. Hein. Oui. Merci Mathilde. Donc, on a pris un tout petit peu de retard, mais c'était aussi à cause de la pause café. Donc, on va quand même prendre quelques questions-réponses. Donc, je pense qu'on peut prendre trois interventions pour arriver ensuite à dérouler la suite de la table ronde. Donc, je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle ou est-ce qu'on doit vous le passer. Il y a Clémence qui arrive. Clémence arrive avec un micro. Non, okay. Alors, elle va chercher un micro. Voilà. Donc, il y a une première question ici avec le pull bleu. Merci Clémence. Le pull bleu au milieu, ouais. Vert, oui. Je crois que je ne vois pas exactement la différence entre vert et bleu comme les autres. Oui, c'était juste une question parce que là, vous venez de dire que vous aviez du temps long, que vous avez du temps, mais vous parlez de la date limite dans 18 mois, c'est-à-dire 2023, ou après en 2030, parce que 18 mois, c'est pas beaucoup, enfin, c'est pas très long. Non, mais c'est sans doute moi qui n'ai pas été claire. En fait, on a deux espaces verts. On a les jardins que vous avez traversés, qu'on appelle les jardins nord, qui représentent eux-mêmes 1,5 hectare et qui vont faire l'objet d'un traitement paysager et qui vont être ouverts au public, on l'espère, dans 18 mois. Cela ne pose pas vraiment de problématiques spécifiques ou particulièrement critiques en termes de pollution des sols. Et donc, ceux-là vont être ouverts dans 18 mois. La problématique principale pour nous, elle se pose de ce côté-là, sur le Glacis Ouest, où là, on a rencontré des niveaux de pollution qui rendent à ce jour incompatible une exploitation au public. D'accord, merci. Donc il y a une question au fond. Merci. Je trouve votre projet génial et je trouve que c'est super intéressant de voir que vous aviez un projet qui a évolué, que vous n'êtes pas resté fixé sur l'idée du projet initial. C'est pas toujours le cas et je trouve que c'est très porteur d'espoir pour collectivement. Et je voulais vous demander, en tant qu'association, du coup, est-ce qu'on peut participer, par exemple, aux ateliers participatifs? C'est ça, j'ai pas bien compris si on a moyen de venir échanger, participer, et notamment dans le cadre de ce qu'on développe, nous, avec la mairie de Marseille aujourd'hui, c'est une dynamique qui est plutôt biodiversité. On n'est pas encore complètement expert, n'est pas du tout expert du sol, mais en tout cas, on voit bien que ce sujet nous préoccupe aussi. On développe aussi des projets de R&D, et je me dis qu'il pourrait y avoir une extension en fait de l'expérimentation, puisque vous êtes dans un certain système. Il y a certainement à l'échelle de Marseille un intérêt à déployer ces démarches sur différents systèmes. Enfin voilà, en tout cas nous on serait intéressés de dialoguer avec vous, et si c'est dans le cadre des ateliers, je veux bien avoir un lien pour comprendre. Tout à fait.
Alors, déjà, merci pour la question du changement de programme. Disons que nous n'avons pas le choix et que ce site nous incite fortement à devenir extrêmement flexible. Ce qui est super, c'est que je pense que dans l'insertion, mais dans la culture aussi, on apprend à être flexible tous les jours. Donc voilà, ça c'est la première remarque plutôt anecdotique. Sur la participation, je vous remercie de votre démarche. On a plusieurs possibilités et de contribution, en fait, plus qu'une participation. On vous demande d'ailleurs une contribution. La première, elle est, on va dire, c'est la plus simple, c'est de prendre vos contacts et ensuite de vous ressolliciter derrière pour des ateliers d'échange sur soit l'avenir possible du Glacis West, en termes d'usage, donc ça c'est plutôt une approche vis-à-vis des citoyens, soit de participer à des workshops avec l'artiste, donc Louise Nicolon des Abbayes qui est là, mais que je n'ai pas présenté, enfin qui n'est pas physiquement, je ne sais pas où elle est d'ailleurs. Elle est là, alors elle va se lever, comme ça vous pourrez... Est-ce que tu ne veux pas te lever ? Tu veux pas te lever. Voilà. Donc Louise va mener une série de workshops participatifs avec plusieurs groupes de personnes. Et donc c'est une autre manière de contribuer au projet. Et enfin, la manière la plus peut-être professionnalisante, ou en tout cas qui concerne plus des domaines d'expertise, ce sont les workshops concernant l'évolution de l'incubateur qui vont être menés. Et le premier rendez-vous, le premier retour d'expérience et collecte de contributions souhaitées, c'est cet après-midi, si vous le souhaitez, après la visite auprès d'Émilie là. Donc si vous êtes présente, si vous êtes disponible, c'est génial. Si vous pouvez rester avec Émilie pour poursuivre les échanges. Sinon, on prendra votre contact et on vous contactera pour les autres dates qui vont être justement fixées sans doute cet après-midi. Oui, donc merci Mathilde. J'en profite juste, je me permets de rajouter que c'est vrai que j'espère que ça vous plaît comme format, mais moi je trouve ça formidable parce que ça correspond en fait à la demande aussi du New Bauhaus et on est un des rares projets. Enfin, on a été reçu parmi de très nombreuses candidatures en Europe parce que ils ont compris que les solutions fondées sur la nature sont importantes et que l'impulsion du New Bauhaus, c'est vraiment de mêler citoyenneté, science et art. Et donc c'est vraiment, comme on est en train de parler de solutions fondées sur le vivant, cette interdisciplinarité qui est vraiment source de création et de solutions. Donc juste pour vous dire, les workshops sur l'incubateur, il y en aura un autre le 21 octobre, un autre le 25 novembre et un autre le 5 décembre. Donc on va rapidement communiquer tout ça sur le site de la Citadelle et des réseaux sociaux ou cet après-midi avec vous. Donc est-ce qu'il y a une autre dernière question avant de donner la parole à Alma ? Oui. Les horaires, à quelle heure c'est la visite, Ok. Donc, la journée d'aujourd'hui, on finit la table ronde. Ensuite, chacun déjeune là où il le souhaite. Cet après-midi, on recommence à 14h30 la visite de la Citadelle. On s'est donné 14h30. Oui, d'accord. Ouais. 14h30. On se donne rendez-vous ici. Donc, on se donne rendez-vous ici dans cette cour. À 14h30, votre guide exclusive et de luxe sera Mathilde. Et ensuite, à 15h30, il y a les étudiants d'Aix-Marseille Université qui vont sur le terrain pour le début des travaux qui sont lancés aujourd'hui et dont on attend des résultats aussi importants. Et un autre groupe avec Mathieu Bammel et moi-même restera, j'imagine, dans une salle qui est ici. Enfin, on se donne rendez-vous ici à 15h30 et on ira dans une salle sur ce premier workshop. Voilà, et donc la journée se termine à 17h. Juste une petite question qui m'a échappé, que vous avez peut-être évoquée, mais est-ce que vous allez faire un appel d'offres auprès de botanistes et paysagistes ou Alors, nous sommes, pour vous parler des Jardins Nord en particulier, nous sommes classés monuments historiques et à ce titre, nous sommes accompagnés par le service de l'État dans toutes les démarches que nous menons. Et nous avons une architecte du patrimoine
qui nous accompagne depuis 10 ans sur la restauration du bâtiment. Ce qui nous a été expliqué dans les Jardins Nord, pour les Jardins Nord, c'est que dans les faits, nous pouvons faire très très peu de choses, puisque la priorité va à la lecture du paysage, et que donc on ne pourra quasiment rien changer à la vision de loin en fait des espaces, ce qui va significativement, l'endroit où nous pourrons intervenir, ce sera dans le choix des essences qui seront menées et dans l'éventuelle médiation scientifique que nous pourrons développer tout autour. Et donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, on n'a pas lancé d'appel d'offres sur la notion de paysage parce que très probablement, il y a très peu de choses possibles et que ça va être intégré à la mission de l'architecte du patrimoine. Et donc, ce sont des essences basses. Parce qu'il faut garder la visibilité des remparts, vu que ce sont des glacis historiquement à usage de glacis, donc tout devait entre guillemets rouler dessus pour se protéger, si je le dis dans mon vocabulaire. Mais donc du coup, nous qui sommes fervents par exemple défenseurs de l'agroforesterie, parce que c'est une solution au changement climatique, au sol vivant, etc., on ne peut pas l'envisager pour les contraintes patrimoniales de lisibilité du fort. Tout à fait, mais le jardin de l'immigration ne fait pas partie de ce qu'on appelle une AVAP, donc un paysage qu'on n'a pas le droit de bouger. Donc il y a des questions de droit, hein. C'est vrai qu'on les a évoquées lors de la première table ronde. On vous invite vraiment tous à venir avec nous pour re-questionner ces questions, on va dire. Et je vais me permettre de finir là les interventions, même si je me doute qu'il y en aurait d'autres. Venez à la visite de 14h30, ça sera aussi l'occasion d'échanger et de voir vraiment sur place le lieu. Donc si je peux vous inviter, Alma, à vous approcher de moi. Donc on va passer à la deuxième intervention, intitulée « Comment combiner gestion des sols contaminés et restauration des écosystèmes, phytostabilisation à l'Escalette dans le parc national des Calanques ». Donc Alma Eckenroth, vous êtes marseillaise, née ici. Vous avez fait vos études d'écologie à l'Université d'Aix-Marseille et vous vous êtes spécialisée sur la question des écosystèmes naturels et périurbains dégradés, notamment par les pollutions et leur restauration. Donc vous avez fait votre doctorat à l'IMBE et donc vous avez différentes fonctions parce que comme beaucoup de gens qui s'intéressent aux solutions fondées sur le vivant, ça nous demande d'être polyvalents. Et donc, après votre thèse, vous avez cartographié les pollutions du littoral remarquable des Calanques et la restauration dans le cadre d'un programme LIFE dont on va parler tout à l'heure. Et vous êtes notamment présidente d'un réseau qui s'appelle REVE, le réseau d'échange et de valorisation en écologie de la restauration. Donc on parle de restauration écologique, qui promeut les échanges et le transfert de connaissances entre les acteurs et actrices de la restauration écologique, chercheurs, chercheuses, gestionnaires d'espaces naturels, étudiants, entreprises, etc. Donc vous êtes chercheur associé au sein du laboratoire Population, Environnement et Développement. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, merci, bonjour à toutes et tous. Donc ma présentation aujourd'hui, c'est en fait vous montrer une approche qu'on a mis en place dans le parc national des Calanques sur un site industriel dont Xavier a parlé tout à l'heure, une ancienne fonderie de plomb. J'y reviendrai. Et donc voilà comment on peut combiner la gestion des sols contaminés et la restauration des écosystèmes avec différentes contraintes. Donc, je sais pas si je peux. Ah voilà. Alors Isabelle, elle a donné tout à l'heure des éléments de réponse. Finalement, on va mettre en place on va faire appel en fait à deux concepts en écologie, qui sont des concepts d'écologie appliquée. Donc, ça passe par de l'action sur le vivant. La phytoremédiation, c'est-à-dire la gestion des pollutions par les plantes, donc avec différents types de fonctions. Et la restauration écologique, qui est en fait un domaine qui vise à assister la régénération d'un écosystème endommagé ou détruit, avec une idée quand même d'intervention à minimum, ce qui est important, on y reviendra. Alors, on s'intéresse plus particulièrement ici à l'Escalette, qui est un site qui est en gros entre Montredon et les Goudes, peut-être vous connaissez, il y a un petit port sur ce site, et qui est inclus dans la zone cœur du parc national des Calanques, donc c'est-à-dire dans la zone où le niveau de protection est le maximum.
Donc avec des contraintes spécifiques locales qui sont liées aux conditions environnementales naturelles du site, hein, donc une forte salinité parce que c'est en bord de mer et que les embruns viennent apporter du sel dans les sols par exemple. Évidemment dans un contexte climatique méditerranéen qu'on définit ici de semi-aride où il y a très peu de précipitations, hein, entre 500 et 600 mm de précipitations par an. Voilà, donc on s'intéresse aux plantes, c'est un facteur important. Le substrat, donc la géologie du sol, le support du sol, hein, c'est calcaire et karstique, c'est-à-dire très fissuré, où il y a beaucoup d'infiltration, et des sols qu'on dit squelettiques parce qu'ils sont très peu épais, quelques dizaines de centimètres, parfois moins. Voilà, donc tout ça est un petit peu limitant pour le développement de la végétation parfois. Donc tout ça aussi, ces contraintes fortes, elles créent une biodiversité remarquable et remarquablement adaptée à ces contraintes environnementales. Donc si on s'intéresse à la restauration écologique, évidemment que voilà, il faut faire avec les spécificités locales. Et bon, évidemment, l'humain, les activités humaines viennent perturber tout ça. Il y a énormément de fréquentation sur ce site. Avec le parc national, ça s'est un petit peu, on va dire, accéléré, la fréquentation du site. Une pression d'urbanisation très forte, ça c'est le cas de beaucoup de zones en contexte littoraux méditerranéens et puis de par le monde. Et donc qui amène des pollutions importantes, donc les pollutions qui viennent des activités urbaines et les pollutions des activités industrielles, surtout les activités industrielles passées comme vous l'avez vu ce matin. Et évidemment la question des changements globaux et particulièrement du réchauffement climatique, ici elle est très importante, et donc tous ces facteurs, ça génère une vulnérabilité importante sur ces sites-là. Alors, la fonderie de plomb de l'Escalette, c'était la plus grosse fonderie de plomb de France à une époque. Elle a été en activité de 1850 à 1925. Et on y transformait la galène, un minerai qui était importé, en plomb principalement. Et bon, on voit mal les photos, je pense, sur les écrans, je suis désolée. Il faut, je ne sais pas si on voit la souris, ah oui, si je tourne là, vous voyez. Il faut imaginer que là, dans le fond du vallon, il y a à peu près 30 000 mètres cubes de scories de plomb. Voilà, donc ça c'est la partie, on va dire, déchets concentrés. Non, pas encore. Ouais, c'est pas grave. Donc ces déchets-là, ils font l'objet de projets de gestion qui mettent beaucoup de temps parce que ça demande de l'argent et que différentes parties prenantes se mettent d'accord. Le problème de ces déchets-là aussi, c'est qu'ils ont été utilisés pour construire les soubassements de la route qui va jusqu'à Callongue. Voilà, donc c'est des pollutions peu visibles, mais qu'il faut avoir en tête sur cette zone. Voilà, donc là, c'est ce qu'on appelle les pollutions concentrées, donc qui sont concentrées sur ces dépôts massifs de scories, mais également dans les zones de cheminées, qui sont des cheminées horizontales qui ont été construites pour éloigner au maximum les fumées des sites. Donc ces zones, voilà, où il y a énormément de contaminants. Je vais revenir un petit peu plus en détail là-dessus. Voilà, donc ouais. Le problème sur ce site-là, c'est également que la pollution, elle s'est diffusée à l'ensemble du massif de Marseille Vert et bien au-delà. C'est la carte que peut-être vous arrivez à voir. Et donc, elle s'est diffusée pendant l'activité industrielle et puis après la fin de l'activité, à cause du vent, voilà, à cause du déplacement des déchets, etc. Et donc, on a une pollution diffuse très importante. La carte, là, elle représente les concentrations en plomb dans les sols de surface. Et donc, il faut imaginer qu'on est sur des dizaines, voire des centaines, voire à certaines zones, des milliers de fois les concentrations qui sont autorisées dans les sols agricoles. Juste pour vous repréciser qu'on partagera ces présentations après, donc si jamais vous ne les voyez pas, parce qu'on est dans un lieu qui s'ouvre au public en plein air, et donc ça a ses contraintes, on vous les partagera ensuite. Et donc on parle de pollution en plomb, en arsenic, en antimoine, en cadmium, en manganèse. Voilà, il y a tout. On appelle ça un cocktail de pollution. Hein, voilà, donc c'est
C'est assez important. Et donc, alors nous, ce qui nous intéresse là, malgré tout, c'est que vous voyez là sur ces photos, j'espère, il y a mis en parallèle une photo entre 1920, c'est-à-dire toute fin de l'activité ou un petit peu avant la fin, et 2016. Sachant qu'il n'y a jamais eu d'intervention sur ce site. Donc en fait, ce que vous voyez là, c'est que finalement, à partir d'un état de la végétation qui était extrêmement dégradé à cause des activités industrielles et des activités sylvopastorales de l'époque, il y a eu malgré tout, sans intervention sur la pollution, donc sur ces sols extrêmement contaminés, une régénération spontanée de la végétation native. Et donc finalement dans le fond de végétation locale de la garrigue, hein, que je pense les personnes du coin connaissent bien, il y a un certain nombre d'espèces tolérantes aux métaux et aux métalloïdes qu'on va appeler dans notre jargon des pseudo-métallophytes. Voilà. Et donc ces plantes avec des associations symbiotiques au niveau des micro-organismes des racines, finalement elles arrivent à tolérer des niveaux très importants de contamination. Et donc nous, ce qui nous intéresse, en fait, on ne va pas réinventer le couteau à couper le beurre, on va s'inspirer de finalement les tolérances naturelles de la végétation et sa capacité à encaisser ces pollutions et voir si on ne peut pas s'inspirer, donc se bio-inspirer de ces plantes pour trouver des solutions aux pollutions environnementales. Ouais, faut que j'accélère. Ok, voilà, donc c'est ce qui est écrit là. Donc, est-ce qu'on peut s'inspirer des dynamiques de résilience spontanée de la végétation pour restaurer les écosystèmes contaminés? Donc moi, dans mes travaux de thèse, voilà, encadrés par Isabelle Lafont-Schob et Jacques Rabier à l'époque, on s'est vraiment intéressé à ces sites en faisant un focus sur les zones vraiment avec les niveaux de contamination les plus importants, entre plusieurs centaines et milliers de fois donc les taux autorisés dans les sols agricoles. Et on est allé tout simplement, en fait, hein, si je peux dire, faire des inventaires de la végétation sur ces zones pour essayer de détecter en fait s'il y avait eu des changements dans les communautés végétales et sur les zones les plus contaminées, quelles étaient les plantes qui étaient les plus présentes et donc de fait qui tolèrent le plus les contaminants métalliques. Et bon, je vous passe le détail, mais effectivement, on est arrivé à une liste en fait de plantes tolérantes et dont deux qui ont particulièrement retenu notre attention, qui sont la globulaire et la coronie-ijon. Voilà, et qui par tout un certain nombre de caractéristiques, elles ont des caractéristiques intéressantes pour pour gérer les sols pollués, notamment parce que c'est des plantes pérennes quoi, qui ont des durées de vie assez longues et donc elles restent en place un certain nombre de temps. Donc ces plantes-là, elles sont intéressantes parce qu'elles ont des capacités de phytostabilisation, c'est-à-dire qu'elles vont stocker dans leur partie racinaire et à la surface de leurs racines des métaux. Elles vont aussi limiter en fait, le transfert des métaux dans les parties aériennes, donc ça nous intéresse pour limiter la contamination de la chaîne trophique. Et plus largement, et par leur couvert et par les fixations dans les racines, ça permet de réduire en fait, tout le transfert des polluants qui continuent à se faire dans l'environnement, quand il pleut, quand il y a du vent, etc. Donc ces plantes-là, finalement, elles réduisent et l'érosion et elles permettent de stocker efficacement dans leurs racines les métaux. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est tester, en fait, une fois qu'on avait identifié tout ça, voir si on était capable de replanter sur les zones les plus contaminées ce mélange de plantes. Alors, c'est ces deux-là, puis d'autres. Hein. Et donc, là, on s'est heurté à un certain nombre de limites techniques. Tout d'abord, il faut des autorisations dans le parc pour faire tout type d'intervention, ce qui est normal, hein, c'est une bonne chose, mais donc la question de prélever des graines, prélever des boutures dans le parc national, parce que bien sûr, on voulait des plantes qui ont la même génétique, hein, parce que la tolérance aux métaux des plantes, elle est là, parce que ces plantes, elles se développent dans ces sols depuis une centaine d'années, donc il nous faut des graines qui proviennent de l'endroit même. Pour ça, il faut des autorisations, donc ça a pris un certain nombre de temps. Et puis ensuite, effectivement, on s'est heurté au fait que ces plantes-là, elles ne sont pas disponibles dans le commerce. Donc, au-delà de prélever les graines, il fallait pouvoir les multiplier. Donc, c'est là où le lycée agricole des Calanques, qu'on est allé solliciter, en fait, hein, pour une collaboration sur ce projet-là, et qui a répondu positivement, heureusement, nous a permis donc de mettre en place une petite pépinière locale
dans le massif des Calanques, parce que le lycée des Calanques est situé dans le massif de Marseille Vert. Et donc, finalement, ces plantes, on a pu les multiplier à partir des graines prélevées sur les sites pollués et dans des conditions assez proches de là où elles allaient être réimplantées plus tard. Donc voilà, donc finalement, c'était comme un essai de développer une genre de petite filière de production locale. Voilà, et donc c'était super. Et sans eux, on n'aurait clairement pas pu avoir tous ces plans à disposition. Et donc, ce qui nous a permis de mettre en place en 2015 des pilotes de restauration écologique sur une des zones les plus contaminées en dessous de la cheminée rampante de l'Escalette. Et donc, on y a planté à peu près 480 graines et boutures. Enfin, en fait, des petits plants, hein, pardon, je dis graines, mais non, c'était des plants. Et donc, sur un total de 8 plantes sélectionnées en tout. Donc, ça fait presque, pour nos essais, 600 kilos de matériel qu'on a dû transporter à pied et à dos d'âne le long d'un sentier de randonnée, parce que ce n'est pas accessible par la route, et qui a mobilisé beaucoup d'étudiantes du lycée des Calanques, de l'université, et une dizaine de chercheuses et chercheurs. Voilà, si ça vous intéresse un petit peu plus les détails, il y a cet article qui est sorti dans la revue Naturae qui détaille un petit peu plus en détail voilà, ce processus. Et donc, ce qu'on a fait simplement, ces pilotes, ça consiste en quoi? C'est des parcelles d'1 mètre carré où on met en place toujours les mêmes mélanges de plantes, ce qu'on appelle des réplicas en sciences pour voir si ça fonctionne ou pas. Et on s'est inspiré, parce que c'est des terrains très en pente et très contaminés, pour essayer de limiter l'érosion et de favoriser aussi l'implantation de ces plantes, parce qu'il faut imaginer que les conditions, c'est en plein cagnard. Les plantes, il faut qu'elles survivent, hein, tout simplement aux conditions climatiques. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va pas, pareil, hein, réinventer des trucs. Donc, on a mis en place ce qu'on appelait des mini-terrasses de culture. Voilà, où avec la contrainte d'utiliser que des matériaux du site, donc les cailloux, les pierres présentes sur place. Donc on a juste un peu remis à niveau sur ces placettes d'1 mètre carré. C'est le schéma qui est sur la présentation, et fait ces terrasses avec l'idée que l'érosion serait réduite et qu'il y aurait des conditions d'humidité un peu plus favorables pour les plantes si on pouvait un peu capter l'eau dans ces terrasses. Voilà. Et là, je vous présente qu'un des résultats sur les 2 ans qui ont suivi, mais on était quand même agréablement surpris de voir que la survie a été quand même bonne, que beaucoup d'espèces ont tenu le coup, et que surtout, au bout de quelques mois, quelques années déjà, on assiste à une mise en place de dynamique, c'est-à-dire que les plantes qui ont été transplantées là, elles produisent des graines, et de ces graines-là repartent en fait des individus chaque année. Donc on était très heureuse de voir que les dynamiques se mettaient en place, parce que c'est ça l'objectif, c'est que le milieu il s'auto-régénère tout seul. Voilà. Et puis je vous invite à parler avec Lorraine qui est dans la salle si vous voulez savoir un peu ce que donne le site après 7 ans, puisqu'elle fait sa thèse sur cette zone-là. Et voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Et donc, si vous voulez aller plus loin, il y a une liste ici d'articles sur ce sujet-là, et dont certains en français. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation détaillée qui donne un cas tout proche et qui est constructive et qui peut nous inspirer. Donc, on va prendre 2 questions avant de passer à la présentation suivante. 2, c'est pas beaucoup, mais c'est juste, on est déjà en retard. Donc, Pas de problème. Merci. Alma, c'est ça, hein? Merci beaucoup. Pardon si vous l'avez dit, mais j'ai pas entendu. Ça fait donc plus d'1 siècle qu'il y a cette pollution. Et est-ce qu'au niveau de connaissances que vous avez, vous êtes capable de projeter combien de temps ça prendrait de dépolluer naturellement ce site, tout le parc? Ça ne sera jamais dépollué, si je peux être honnête. On parle de métaux. Les métaux, par définition, ne se dégradent pas, ils peuvent que se déplacer. Donc, dans le sol, dans les plantes, dans l'air. Tout ce qui est organique, les hydrocarbures, les choses comme ça, ça se dégrade. C'est des chaînes carbonées qui se cassent et qui sont réintégrées dans le métabolisme des plantes et des micro-organismes et tout, mais les métaux, ça se déplace. Donc nous, on ne cherche pas à dépolluer ici, on cherche à limiter les transferts pour limiter le risque sanitaire, pour pas que les gens qui fréquentent le site ou habitent à proximité soient trop exposés, mais c'est
la seule chose qu'on peut faire. On n'a pas choisi d'extraction, c'est-à-dire de sélectionner des plantes qui viendraient extraire, parce que c'est sur un terrain très très grand. Hein, on parle sur l'emprise de la pollution, c'est des centaines d'hectares minimum, hein, plus kilomètres. 49. Oui, et puis accessible à Dodane. Accessible à Dodane. On parle du massif des Calanques, hein, on parle du parc national. Donc, si on choisissait de retirer la pollution, ça voudrait dire qu'il faut couper les plantes qui poussent là et trouver des filières de valorisation de ces plantes, ce qui n'est pas du tout. Donc, voilà, c'est une solution j'allais dire, il faut limiter les impacts. Hein. On vient un peu à la fin, nous. Limiter les dégâts, mais le plus important, c'est de limiter les pollutions dans l'avenir. Là, on ne peut pas extraire cette pollution. Donc, on peut dire de confiner la pollution là où elle est dans les meilleures conditions possibles. Exactement, confiner et s'assurer que les écosystèmes présents naturellement sont dans un état de fonction le meilleur possible pour assurer en fait une continuité de la fonction écologique et surtout dans le contexte de changement climatique. C'est-à-dire si les plantes, leur dynamique continue à s'assurer naturellement, c'est toujours ça de prix et il y aura moins d'érosion de cette pollution. C'est un couvert qui va perdurer. Voilà, c'est ça nos objectifs sur ce site. On ne peut pas aller trop au-delà malheureusement. Merci beaucoup. On peut prendre une autre question. Oh là là, il y a 2 mains. Ou sinon, on prend. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on en prenne 2 questions? Oui, ça vous va? Vous n'avez pas trop faim? Donc, une question à droite et une question à gauche. Merci. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé des sols terrestres. Peut-être qu'il faudrait aussi penser aux sols aquatiques, aux sédiments aquatiques. Et du coup, j'ai une question. Est-ce qu'on a des informations sur les transferts avant vos interventions ou actuelles entre la contamination du secteur sur lequel vous avez travaillé et les milieux aquatiques, les sédiments aquatiques qui sont juste en dessous dans le parc national des Calanques? Oui, en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est vrai que en fait, cette étude-là, elle était intervenue après plusieurs années où il y avait eu justement tout un travail de diagnostic des transferts de polluants dans l'environnement. Ça, c'est l'étape d'après là que je vous présente. Donc, effectivement, c'était le projet Marseco. Isabelle, elle pourra aussi en parler. La réponse est oui. Hein. Il y a clairement en fait une connexion entre les milieux marins et terrestres. Donc, toute la pollution qui est emportée par l'eau notamment, par le lessivage, etc., termine dans les sédiments autour. Et donc sur ce site et sur cette portion du littoral, c'est peu connu du public, mais en fait ça fait, je crois, depuis au moins les années 2000 ou 90 que, par exemple, il y a un arrêté préfectoral qui interdit de consommer les oursins, les organismes filtreurs accumulent les métaux sur la zone, il y a une interdiction de consommer les moules, les oursins, etc. Voilà. Donc oui, c'est dans les sédiments. Alors comme c'est lourd, ça tombe au fond, mais il ne faut pas trop... voilà. Merci beaucoup. Donc il y a une question ici. Oui, merci. Est-ce que vous savez s'il y a des expériences similaires qui sont faites à Mettez le micro. Oui, pardon. Est-ce qu'il y a des expériences similaires qui sont faites à la Madrague de Montredon, qui est pas loin, et qui présentent peut-être un peu les mêmes contraintes de pollution c'est que la Madrague Montredon, elle est un peu inclue dans cette étude. Alors dans le projet LIFE, qui est venu après, qui s'intéressait plutôt à la restauration des astragales, mais en fait on parle quand même d'activités connexes, quoi. Donc on n'a pas fait des inventaires à la Madrague, c'est vrai, qu'on pourrait tout à fait appliquer aussi, mais bon, ça sert un peu de démonstrateur, ce site. Voilà, je ne sais pas si je suis peut-être un peu en train de répondre à côté, mais en tout cas... oui, la Madrague est touchée par ces pollutions-là aussi, puis probablement qu'il y en a d'autres liées aux d'autres activités, mais on n'a pas trop mis le focus là-dessus. C'est plutôt la zone littorale, en gros de Saména jusqu'à la calanque de Marseille-Vert, la calanque de l'Escalette et le massif de Marseille-Vert, et pour l'instant, et l'Aigremente. Voilà. Merci beaucoup. Donc on va arrêter là pour cette présentation. Merci encore Alma pour tous ces détails.
Donc on va passer à un autre cas d'étude, donc le cas région sud des fourmis et des hommes pour restaurer la biodiversité et les fonctions d'un sol après dépollution. Le cas d'une fuite d'hydrocarbures dans la plaine de Crau. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Dutoit. Bonjour. Je vous remercie pour votre présence. Donc vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie. Vos recherches sont axées sur la mise au point de solutions fondées sur la nature pour la restauration des écosystèmes. Et vous travaillez notamment sur le pilotage d'ingénieurs des écosystèmes, plantes, insectes, etc., afin de limiter l'impact d'interventions encore trop souvent basées sur du génie civil à fort impact environnemental. Voilà, donc merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Donc on va rester vraiment dans le domaine des cas d'études et des retours d'expérience, hein, comme ce qui a été présenté par Alma. On s'éloigne juste un tout petit peu de Marseille pour aller dans l'Accro, mais l'Accro ça ressemble comme 2 gouttes d'eau au Calanque, sauf que c'est tout plat. Et ça a plein de points communs hein, en termes de hotspots de biodiversité et d'intérêt écologique. Et on va s'intéresser cette fois-ci à une pollution beaucoup plus récente, une pollution accidentelle qui a eu lieu en 2009, le 7 août 2009, il y a à peu près plus de 10 ans, où un oléoduc en fait, a déversé plus de 5000 m3 en fait, de pétrole en plein cœur de la plaine de Crau. C'était versé sur 5 hectares, ça a fait une véritable marée noire terrestre. Alors 5000 m3, ça ne nous parle pas trop quelquefois. En fait, ça représente 5 millions de litres et c'est à peu près un quart de la pollution de l'Erika. Donc c'était quand même assez considérable. L'accident en lui-même, je ne vais pas revenir sur les causes, les conséquences, etc. Il y a eu un procès, il y a eu beaucoup de choses et j'ai 10 minutes. Toujours est-il que nous, on a été sollicités en fait, dans ce projet pour essayer de l'accompagner en, fait, en matière d'ingénierie écologique, de solutions fondées sur la nature. Et cet exemple nous montre combien en fait, la nature ne peut pas tout, en fait, hein, on ne peut pas tout baser sur des solutions fondées sur la nature. Par contre, on peut accompagner des projets, hein, c'est l'objectif de la transition écologique. Et dans cette histoire, on part au départ d'un accident qui est vraiment très grave au niveau patrimonial. Et on va l'accompagner au fur et à mesure, enfin on essaye de l'accompagner par des mesures qui vont tenir compte, qu'on espère de plus en plus durables en fait, par rapport à ce qui était prévu initialement. Bon, il y a quelques photos qui montrent l'accident. Enfin, le résultat de cet accident, c'est un sol sur 5 hectares qui est pollué avec plus de 20% en fait, d'hydrocarbures dans le sol. Alors, pour paraphraser un ingénieur de la société SPSE à l'époque, quand on parlait de dépollution, il a dit on aurait plus vite fait de faire de cette zone un parking bituminé que de retrouver le sol. Donc ça vous donne une idée en fait, de la gravité du taux en fait, d'hydrocarbures. Et de fait, il n'y avait aucune biodégradation possible et imaginable. Puis tout organisme vivant qu'on aurait introduit dans ce sol était un organisme vivant mort. Donc il n'y a pas beaucoup d'espoir. Et donc tout au départ, en fait, la dépollution, elle a déjà été évoquée. On va considérer ce sol comme un déchet. Et donc ce déchet, on va l'évacuer, hein, parce que quand même, bien que le pétrole brut soit naturel, quand c'est en surface, c'est un polluant violent et extrêmement dangereux. Donc il y a 72 000 tonnes de sol qui vont être excavées, 72 000 tonnes de sol. Et donc comme on le disait ce matin, quand on a cette opération-là, on va tirer le sol, effectivement, dépolluer, c'est polluer. Puisque pour le retirer, on amène des camions, plus de 20 000 rotations entre les Bouches-du-Rhône et le Gard. Donc très bien, le département des Bouches-du-Rhône a envoyé 20 000 tonnes de sol pollué dans le Gard, la décharge de Bellegarde, pour ceux qui connaissent, où là on a des traitements en cours qui vont durer plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'années pour pouvoir espérer faire baisser le taux d'hydrocarbures à quelques pourcents et éventuellement réutiliser un jour ce sol. Donc au départ, on est vraiment dans quelque chose, patrimonialement déjà, c'est un impact assez important. On travaille vraiment avec du génie civil, hein, où on va escaver, on se retrouve avec un trou de 5 hectares. Heureusement, ce n'est pas très, très profond, ça fait à peu près 1 mètre de profondeur avant de trouver le pudding sous-jacent. Le pétrole s'est déversé dans la nappe, il est descendu jusqu'à 12 mètres de profondeur, et donc il y a une unité de dépollution de la nappe qui se met en place, puisqu'à quelques kilomètres, on prélève de l'eau pour alimenter les villes de Fos-sur-Mer, Miramas. Il y a 200 000 personnes qui s'alimentent sur la nappe phréatique de Crau. Donc il y avait une urgence vraiment à dépolluer en fait, la nappe. Alors pour le sol, ce qui était prévu initialement, c'était au départ de remplir ce trou avec du tout venant.
mettre du galet, comme vous en avez ici partout, quoi, en fait, sans aucune préoccupation environnementale, sauf qu'on est au cœur d'une réserve naturelle, la réserve naturelle des Coussous de Crau, et que de fait c'est inacceptable, et qu'en même temps il y a cette volonté du ministère de l'Environnement de l'époque, c'était Christiane Joanneau, qui a vraiment impulsé en fait cet accompagnement, en fait, on va dire écologique, durable de ce projet. Donc dans ce cas-là, on va refuser en fait ce tout venant, et on va hélas profiter, je dis bien on va hélas profiter d'un projet d'extension de carrière qui prévoyait de détruire 5 hectares de ce sol pour l'extension de la carrière. C'est pour ça, à un moment, on a supputé que c'était eux qui étaient à l'origine de l'accident, parce qu'ils vont tirer beaucoup profit, mais non, apparemment non. Et donc, on va profiter en fait de récupérer ce sol. Donc, comme ça a été dit, qui n'est pas une ressource renouvelable, les sols de Crau, ils ont mis à peu près 10 000 ans pour se former pendant un interglaciaire. Et donc, on va récupérer ce sol. Et encore une fois, pour récupérer ce sol, on utilise des engins de génie civil, on le transporte, et à nouveau, bien évidemment, on pollue. Mais au moins, on récupère une ressource qu'on aurait sinon perdue. Là, on va commencer un peu à écologiser les choses, enfin. C'est qu'on ne va pas mettre ce sol en vrac. On va essayer de respecter ce qu'on connaît du fonctionnement des sols, ce qu'on appelle la pédogénèse, l'organisation par strate des sols. Ça a mis 2000 ans. Donc, on va imposer une restauration en fait, de ces sols à l'identique. C'est-à-dire que les sols vont être retirés couche par couche. Et ça va être remis en place couche par couche au moment le plus propice, c'est-à-dire au printemps, quand on a quand même un peu d'humidité. On en a de moins en moins avec les changements climatiques, mais en 2010, on en avait encore. Et donc là aussi, ça va être un chantier considérable, parce qu'il faut bien imaginer que là, on va récolter la couche supérieure, c'est celle qu'il faut mettre en dernier, au bout. Et parce que si vous la mettez en premier, vous inversez le sol. Ce qu'ils avaient fait au départ, quand même, ce qui était assez original. La couche organique était tout au fond, et la couche non organique était donc, il fallait leur rappeler que aux personnes qui travaillent, qui sont souvent des ingénieurs en fait, des ponts et chaussées, qui sont extrêmement compétents sur toutes les propriétés physiques du sol, le sont beaucoup moins sur les propriétés biologiques, puisque dans leur formation, ils ont 4 heures sur la vie dans le sol, quoi, en gros, sur la biologie du sol, sur les 3 années de formation. Après pas. Bon, voilà. Mais moi, j'ai pas eu beaucoup de formation en physique du sol non plus. Donc. Il y avait un échange. Donc on va faire recréer ces sols à l'identique, couche par couche. Ça va prendre quelques semaines. Et en quelques semaines, finalement, on va pouvoir boucher ce trou après avoir nettoyé le pétrole qu'il y avait dans le sous-sol, etc. Et on fait donc quelque chose qui a mis 10 000 ans à se faire. En quelques heures, quelques jours, la création d'une couche par couche comme ça a mis 10 000 ans. Naturellement. Et là, on essaye de le faire en quelques heures, le plus vite possible. Il ne faut pas que le sol soit stocké, etc. Et avec des rotations qui sont assez compliquées. Mais bon, la SPSE, c'est la Société du Pipeline Sud-Est européen. Son premier actionnaire est Total. Et il y avait des moyens pour le faire. Donc voilà, nous on va essayer de suivre en fait avec différents types de protocoles, mais je pense que là vous ne voyez pas grand chose sur la diapo. Peut-être que là vous voyez les photos qui étaient assez spectaculaires, où on met vraiment sur 5 hectares chaque couche de sol à sa place. On travaille généralement en milieu humide. On leur demande de travailler dans des conditions vraiment difficiles pour eux et de façon le plus dégueulasse possible, en fait, on va dire, parce qu'il faut à tout prix recréer l'hétérogénéité, etc. Il faut que le but, encore une fois, c'est pas de recréer à nouveau un parking, c'est de recréer un sol qui, a priori, doit se remettre à fonctionner le plus rapidement possible. Donc, une vue aérienne du chantier en 2011. Voilà, ça c'est la fin du chantier où tout le sol, en fait, est complètement remis en place. Et on voit nos différents, enfin moi je le vois, les différents quadras sur le site, quoi. Voilà. Donc voilà, quelques photos. Alors bien évidemment, au bout de quelques années, la végétation revient. Il y a bien de l'herbe qui revient. Et tout notre travail maintenant, ça va être de savoir, est-ce que cette végétation, est-ce que ce sol qui se remet en place, est-ce qu'il correspond au sol en fait, qui a été enlevé, qui correspondait à celui avant l'accident? Est-ce que le transfert de sol, est-ce qu'on a sauvé cette ressource, etc. Et est-ce qu'on va pouvoir à nouveau retrouver peut-être un jour l'écosystème steppique de la plaine de Crau, qui est un habitat Natura 2000 protégé donc à l'échelle européenne. Donc quelques résultats rapidement sur le sol. Alors quand on mesure tout un tas de paramètres dont je vous passe la diversité, que ce soit sur la mésofaune du sol, tout ce qui est la fonge, tout ce qui concerne les champignons, les bactéries, etc., on a plutôt bien travaillé. Le fait de transférer le sol à la bonne période très rapidement, etc., en surface, tout ce qu'on mesure, là c'était un graphique avec la respiration basale, donc qui donne une idée du fonctionnement global, on est plutôt bon. En fait, le fait d'avoir transféré le sol dans des conditions humides très rapidement, etc., le même type de sol, en surface, tout va bien. C'est pas fini. Par contre, quand on s'intéresse à la profondeur, ce que j'avais marqué ici, dans le fond, c'est moins bon. Quand on commence à creuser, on refait des profils de sol, là, on a mis couche par couche. Qu'est-ce qu'on constate au bout de 3 ans après le transfert? C'est que la couche qu'on a mis tout au fond, elle n'a pas vu l'eau depuis 3 années. C'est-à-dire, voilà, on voit un sol qui est complètement sec, etc.
Pourquoi? Parce que tout simplement, malgré qu'on ait pris des précautions, etc., le fait d'avoir transporté ce sol et de l'avoir détalé avec des engins de génie civil, avec des engins mécaniques, on a complètement isolé chaque couche de sol des autres. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de vers de terre, ça a été évoqué tout à l'heure par notre ami. Là, en fait, il y a des petits vers, ils ne font plus leur boulot. Ils n'ont absolument pas supporté le transfert en camion. Et le fait, en fait d'avoir tassé les sols systématiquement, rien que le fait de passer dessus, on n'a plus de circulation d'eau, etc. Donc finalement, les couches du dessous, elles sont complètement isolées, elles sont un peu fossilisées, on va dire. Et donc ça, c'est assez inquiétant, parce que les organismes vivants, ils se retrouvent, au lieu d'avoir 40 cm de sol, ils n'en ont plus que 20 cm. Et comme il y a des canicules comme cet été et les étés à venir, ça va être compliqué pour ces organismes vivants. Donc voilà rapidement pour le sol, hein. On est bon en surface, parce qu'on a bien fait les choses. Par contre, sur ce qu'on voulait faire de restaurer la pédogénèse à long terme du sol, bah là, on n'est pas bon. Sur la végétation, donc on a suivi la végétation. Donc là, on a pu regarder pendant 10 ans. On a y retourné régulièrement pendant 10 ans. On a remis bien évidemment le pâturage au bout de quelques années, quand la végétation avait repris en 2014 pour être exact. Et là on constate que sur la richesse en espèces, la quantité d'espèces qu'on a par unité de surface, on est plutôt très très bon sur nos traitements, parce que le fait d'avoir remanié des très grandes quantités de sol, c'était évoqué tout à l'heure avec les histoires de graines, etc. Il y a des graines qui sont viables dans le sol et on les a réveillées en fait. Elles étaient dormantes, etc. On les a réveillées. Et donc dans tous nos traitements, les différents traitements qu'on a pu faire en termes de richesse en espèces, on est même mieux que la steppe qu'il y a autour, hein, puisque la steppe qu'il y a autour, ces graines, elles continuent à dormir dans le sol. Et là, on les a réveillées pour elles. C'est formidable, ce transport en camion. Elles n'avaient jamais vu ça, elles se sont réveillées. Bon, encore faut-il que, par contre, ce soit les bonnes graines, hein, parce que si vous avez... c'est comme quand on restaure un tableau, hein, vous pouvez mettre beaucoup de couleurs. Si ça ne correspond pas aux couleurs du tableau, ce n'est pas une bonne chose. Et c'est ce qu'on a, hélas, dans nos résultats. C'est-à-dire que quand on essaye de regarder les indicateurs qui permettent de comparer la similitude de la végétation qu'on a recréée à ce qu'il y a autour, là on est plutôt mauvais. On n'a pas recréé le dessin du tableau. On est sur une végétation qui est certes intéressante, mais ce n'est pas celle de la steppe de Croc. Et notamment parce qu'il y a beaucoup trop d'espèces qui se sont réveillées. Et ces espèces qui sont réveillées dans le sol, ce n'est pas des espèces typiques de la steppe de Croc, c'est plutôt des espèces qu'on appelle rudérales, des jardins, etc., qui ont profité de l'opportunité pour s'installer. Et donc on est encore très loin d'avoir recréé le dessin de la steppe de Croc, mais bon, on est sur 10 ans, et la steppe de Croc, comme beaucoup de communautés végétales, leur richesse, leur structure, etc., c'est 6000 ans. C'est 6000 ans de coévolution avec le climat, l'homme, le sol. Donc on a encore quelques perspectives par rapport à y arriver. Donc voilà où on en était, voilà où on avait essayé d'écologiser un peu les choses, hein, et on voit bien que la partie des hommes, elle n'est pas très formidable en termes de réhabilitation, de restauration en fait, et de la steppe et de dépollution, parce qu'on est resté sur du génie civil. Et il s'est trouvé que on travaillait depuis de très très nombreuses années dans cet espace et on avait identifié d'autres ingénieurs, que des ingénieurs des ponts et chaussées. C'est des ingénieurs qu'on appelle des ingénieurs écologiques. Ce sont des espèces qui ont des rôles fondamentaux dans le fonctionnement des écosystèmes. Alors bien évidemment, sur la Croc, il y a les brebis, hein, c'est une terre d'élevage, etc. Donc le pâturage avait été remis en place, mais ce n'est pas forcément ça qui a aidé. Ça veut dire qu'il nous manquait quelque chose, il manquait d'autres ingénieurs, etc. On en connaissait d'autres, dont les fourmis. Et une espèce de fourmi qui est une fourmi moissonneuse. Donc c'est une fourmi qui casse la graine, c'est le cas de le dire. Elle va chercher les graines, hop, elle les met dans ses nids, je le fais très rapide là, et elle les stocke pour les manger quand la bise fut venue. Voilà. Ça c'est fait. Donc on avait la chance d'avoir beaucoup d'études fondamentales sur cette espèce, et ça c'est très important, parce qu'à un moment on a beau essayer de faire de l'appliqué, de l'ingénierial, etc. S'il n'y a pas eu d'études fondamentales sur la plupart des espèces et qu'on ne les connaît pas, on ne peut pas les utiliser. On ne connaît pas. Et là, il s'est trouvé que dans les années 80, il y avait des gens passionnés de fourmis, comme ça arrive souvent en France, qui avaient fait tout un tas d'études et on connaissait beaucoup de choses sur cette fourmi, quelles étaient les graines qu'elle prélevait, jusqu'à quelle distance, comment elle les sélectionnait, etc. Et donc, on s'était dit, elle, on va pouvoir la manipuler, parce que manipuler le vivant, c'est quand même toujours risqué. Hein. Si vous introduisez une espèce à un endroit, elle peut devenir envahissante, etc. Et donc là, on a été récolter ces fourmis après les grands vols de sexués. Donc les fourmis sexuelles ont été mises il n'y a pas longtemps là, hein, c'est les fourmis ailées, qui sont les princes et les princesses qui se fécondent dans le ciel. Les princes ou les forts meurent et les princesses arrivant sur le sol, une fois qu'elles sont fécondées, elles s'arrachent les ailes et elles deviennent des reines fondatrices. Et les reines fondatrices, ça va permettre de créer des nids qui vont durer à peu près entre 20 et 30 ans et au maximum 20 000 individus si tout va bien. Donc on a récupéré ces reines fondatrices, c'est facile, avec des aspirateurs à insectes. Comme on est des scientifiques, on les a mis dans des éprouvettes, c'est plus fort que nous. Et on a été ensuite donc les réintroduire dès que possible dans le site à restaurer. Avec l'objectif, c'était vraiment que ces espèces pour nous allaient booster la restauration du dessin de la steppe.
Et alors elles sont assez sympas, hein. Quand on les met dans l'étude à éprouvette avec un petit peu de coton et de l'eau, elles peuvent rester jusqu'à 6 mois au frigo. On a très peu de pertes. Est-ce que ça leur plaît ou pas? Elles sont généralement en dormance. Donc si jamais on loupe la transplantation à l'automne, on peut les remettre au printemps. Donc là, vous ne le verrez pas, quoi, c'est dommage. On a fait des images à l'intérieur des nids, etc., pour voir de mesurer le taux de réussite de nos transplantations, qui est de 60%. C'était énorme les premières années. On était très contents de ça, parce qu'habituellement, en matière de transplantation du monde animal, on est à 4-5%, on est super heureux. Donc 60%, c'était fabuleux. Et donc on a ensuite suivi année après année, maintenant ça fait plus de 8 ans, etc., le devenir de nos reines fondatrices réimplantées, qu'est-ce qu'elles sont devenues, etc. Suspense. Ça s'est plutôt bien passé, à tel point qu'au bout de 5 ans, les nids installés artificiellement, etc., ont eux-mêmes émis des individus sexués, et le côté exponentiel de l'action des fourmis s'est mis en marche. Sans rien paraphraser. Et un des premiers résultats aussi très très intéressants qu'on a eu quand on s'est mis à compter régulièrement le nombre de nids, c'est qu'on a plus de nids en fait par unité de surface dans la zone à restaurer que dans la steppe. C'est un peu comme la végétation, les graines. Donc ça, c'était un résultat qu'on n'attendait pas. Pourquoi ça se passe mieux en fait dans la zone à restaurer que dans la steppe? Tout simplement parce que dans la steppe, les fourmis, elles ont gardé leurs prédateurs. Elles se font manger notamment par d'autres fourmis. Il n'y a pas de pitié dans le monde des fourmis entre elles, et par des araignées, des oiseaux insectivores, etc. Tandis que dans la zone à restaurer, comme avec le transfert en camion, on a perdu les araignées, tout un tas de choses, et elles ont moins de prédation. Et donc ça se passe mieux pour elles. Elles sont assez contentes et on a une forte densité d'occupation. Donc bien évidemment, ce qui nous intéresse là-dedans, il y avait des chiffres, hein, à peu près, il y avait 167 nids par unité de surface dans la steppe et plus de 263 dans la zone à restaurer. Alors ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est maintenant qu'est-ce qu'elles font ces fourmis qu'elles ont été installées dans la zone à restaurer, qu'est-ce qu'elles font? On a mesuré tout un tas de paramètres sur le sol, et là ça va beaucoup plus loin que nos espoirs au bout de 8 ans. Puisque réellement, ce sont des fourmis agricultrices, quoi. Et comme ce sont des bonnes fourmis agricultrices, elles vont transformer le sol, elles vont incorporer beaucoup de matière organique dans le sol. C'est-à-dire qu'elles amènent des graines. Certaines des graines sont mangées, d'autres sont rejetées, etc. On en reparlera, mais il y a toute une partie de la matière organique qu'elles incorporent dans le sol. Donc elles améliorent en fait la matière organique du sol. Donc c'est vraiment de l'agroécologie par les fourmis, première étape. Deuxième étape, elles brassent le sol. Constamment, les fourmis, elles travaillent dans le sol, elles déplacent les graines qu'elles ont apportées, elles déplacent leur couvain. Quand il fait très très chaud, elles créent des nouvelles galeries, etc. pour aérer. S'il pleut, elles débouchent, etc. Elles brassent le sol. Donc elles incorporent de la matière organique et elles labourent. Ça commence à nous rappeler des choses. Donc ça, c'était assez sympa. Donc là, vous avez des résultats sur les effets positifs sur la matière organique, mais également sur le phosphore, les nitrates, le carbone, ce qu'on veut. Tout était positif et significatif. Donc après, bien évidemment, on a regardé la végétation. C'était la végétation qui nous intéressait aussi au-delà du sol. Étant donné que là où on a installé, les nids ont été installés et se mettre en place, on a un sol plus fertile, on a plus de biomasse herbacée. Là où la zone à restaurer, où on a 10 nids de fourmis, par rapport à la zone à restaurer où il n'y a pas de nid de fourmis, on a plus de biomasse herbacée. Il y a plus d'herbe, il y a plus de recouvrement, et quand on pèse, on a plus de choses. Donc c'est de l'agriculture, quoi, en fait. Donc ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas ce qu'on cherche forcément à recréer, quoi. Une bonne prairie, certes, pour les agriculteurs, c'est intéressant. Mais nous, on s'intéressait vraiment, rappelez-vous, à la végétation, la richesse en espèces, la composition. Et là, même type de résultat, hein, au niveau richesse. Le fait que les fourmis apportent des graines, en fait, elles redistribuent les graines et elles les concentrent dans ce qu'on appelle leur dépotoir. Dans les dépotoirs, en fait, dans des fourmis, il y a certes des graines mortes, des graines qui n'ont pas été, beaucoup qui n'ont pas été consommées. Après, c'est tout un débat pour savoir comment ça marche. Mais il se trouve que ces dépotoirs, c'est des véritables petits sachets de la composition floristique de la steppe. Et donc, quand ces dépotoirs, avec la pluie, comme on a eu ces derniers temps, s'étalent, on a une richesse en espèces qui augmente et qui est similaire à la steppe. Et donc là, vraiment, en quelques années, il y a un coup phénoménal sur la quantité d'espèces. Et alors que tout à l'heure, on n'était pas bon sur le type d'espèces, les fourmis, elles sélectionnent en fait vraiment les espèces de la steppe. Et donc la ressemblance de la végétation steppique, là où on a mis les fourmis, est beaucoup plus forte. Donc tout ça pour vous dire, en fait, pour conclure, parce que je dois avoir fait mon temps, que vraiment, les solutions fondées sur la nature, ça marche. Là, on est à 10 ans, hein, c'est pas grand-chose. Ça a coûté vraiment très très peu de faire cette opération. Mais très peu, hein. Ce n'est pas nos salaires qui ont grevé le budget, hein. Comparativement en fait, à ce qui avait été fait avant. C'est surtout du savoir, en fait, c'est de la connaissance préalable, ça c'est très important, j'insiste beaucoup là-dessus. Je travaille au CNRS, donc je vais pas pour moi. Sans recherche fondamentale, on n'aurait pas pu faire ça, parce que là on voudrait travailler avec un ver de terre, en fait, et qui est un ver de terre endémique
de l'accro, mais on ne connaît rien sur lui. Il n'y a jamais eu d'études ni rien, on ne connaît pas sa vie, son œuvre, etc. Comment il fait pour survivre à 2 mois de sécheresse, comment il se fait pour se déplacer dans un sol où il y a 70% de galets, un truc de fou, quoi. Mais par contre, vous voyez qu'on ne peut pas tout faire, en fait. Quand les sols sont vraiment trop pollués, quand il y a vraiment des cocktails en fait, de polluants, ben, ce n'est pas la nature qui va donner la solution. On aura toujours une partie de génie civil. Hein. L'impact humain est tellement fort qu'on va devoir intervenir. Par contre, réellement, il y a cette réflexion à avoir, qui est cet accompagnement en fait, du génie civil par le génie écologique, qui est en devenir les solutions fondées sur la nature. Il faut vraiment en fait, qu'il y ait ce changement de paradigme en fait, du tout ingénierie civile, du tout travaux de chantier, engins de chantier, etc., pour plus travailler avec le vivant, à des échelles auxquelles on n'a pas l'habitude. On travaille beaucoup en biotechnologie avec le vivant, avec tous les risques que ça a, mais on travaille beaucoup moins en fait en termes d'ingénierie écologique avec le vivant aux échelles des communautés, des populations, etc. Donc ça, c'est vraiment en devenir. C'est pas sans risque, hein, c'est pas parce que c'est écologique que c'est sans risque, mais il y a vraiment ce besoin en fait de transition. Voilà. Et pour conclure, ben voilà, la restauration écologique, au sens propre comme au sens figuré, c'est donc un travail de fourmi. Merci. Merci beaucoup. C'est toujours très agréable quand les scientifiques nous donnent des explications si claires, si limpides et drôles. Donc voilà, on va prendre 2 ou 3 questions avant de passer à la présentation d'après. Donc voilà, ce cas d'étude sur les fourmis et la plaine de Cros. C'était tellement limpide qu'il n'y a même pas de questions. Ah si, une là. Bonjour, est-ce que du coup cette méthode est réplicable à d'autres milieux avec d'autres types de fourmis endémiques? Parce que ces fourmis-là, ça marche que sur la plaine de Cros, mais... Oui, ces fourmis-là, c'est une espèce assez commune, elle n'est pas du tout endémique de la Cros. Hein. Vous sortez dans les jardins ici, peut-être cet après-midi je pourrais vous en montrer, hein. C'est une espèce assez commune. Après, il y a bien d'autres fourmis. Toutes les fourmis ne sont pas des bons ingénieurs des écosystèmes, on a des fourmis invasives, donc il faudrait plutôt se débarrasser. Les Tapinoma, pour ceux qui les connaissent par exemple. Mais sur des problématiques vraiment de recréation de milieux herbacés riches en espèces, plutôt que de chercher à cultiver les 150 espèces qu'on va avoir à l'intérieur par des semenciers, etc., avec toutes les problématiques qu'il y a derrière, les fourmis, elles vont faire vraiment un job d'accélération de la structuration de la communauté. Voilà. Et après, il y a elles ont d'autres avantages aussi. Hein. On avait une très belle interaction. C'est comme une fable de La Fontaine. On avait une interaction que là où on avait les nids de fourmis, là où on avait réimplanté les nids de fourmis, il n'y a que là où on trouvait des vers de terre aussi. Parce que comme les vers de terre, le transport en camion, elles n'ont pas aimé du tout, hein, ni tout ce qui est lézards, etc. C'est pas leur truc. Et donc on était étonnés, mais pourquoi essentiellement dans les nids qu'on a réinstallés, on trouve des vers de terre, des turicules, etc. Et il n'y en a pas ailleurs. Et ça posait la question de qui du ver de terre ou de la fourmi était avant. Voilà. Et donc là, on se posait la question. Et puis un jour, on a eu la réponse, c'était la fourmi. Parce que la fourmi, comme elle mange des graines, et ben de temps en temps, comme elles ne sont pas toutes fut-fut, les fourmis, quoi, ou alors elles le font exprès, ben elles transportent les œufs des vers de terre. Et donc dans leur nid, elles transportent les œufs, les vers de terre se développent, et on a un effet de synergie entre 2 ingénieurs de l'écosystème. Voilà. Et c'est sur ça maintenant sur lequel on voudrait vraiment travailler, pour continuer à progresser dans la restauration et à l'utilisation de solutions fondées sur la nature, sauf que sur le ver de terre, qui s'appelle Ormogaster elysea, tout le monde connaît, qui est un peu endémique de la région, on ne sait rien écologiquement sur sa vie. Personne ne l'a jamais étudié. Voilà. Et ça, c'est vraiment une limite. Et c'est une limite dans tous les domaines. On a très peu de connaissances sur le vivant, en fait, finalement, par rapport à la diversité du vivant. Et voilà que quand on va en avoir besoin, pour tout un tas de raisons, on va être limité par cette méconnaissance. Et donc, on risque à nouveau de prendre des risques d'utiliser certaines espèces qui peuvent devenir invasives, qui peuvent avoir des effets négatifs. Ça va vraiment être une limite par rapport à la demande qui va aller exponentielle. D'où le besoin de faire des recherches et de faire appel au CNRS. Voilà, il y a une autre question là-bas, vers le parasol blanc, s'il vous plaît. Merci. Vous avez dit au début que les premières étapes du process étaient moins écologiques parce que vous avez dû excaver la terre, la mettre en décharge, j'imagine. Est-ce qu'il y aurait eu un scénario possible de dire on garde ce taux de pétrole dans le sol et comme le disait Alma tout à l'heure, c'est des chaînes carbonées, c'est censé être chimiquement décomposable. Ouais. Est-ce que ce scénario existait ?
Sauf si vous aimez l'agneau avec un petit goût mazouté. Voilà, le gros souci, c'est ça. Hein, vous êtes dans la plaine de Gros, il y a des troupeaux, etc. Très rapidement, quand vous avez du pétrole en surface, dès qu'il pleut, vous avez un mélange pétrole-pluie, vous avez les insectes qui viennent mourir là-dedans, vous avez les oiseaux qui viennent s'alimenter et mourir un peu plus loin. Non, il y avait un réel besoin de le retirer. Il n'y avait pas de solution. Ce qui est fait maintenant à la décharge de Bellegarde, tout ce sol est arrivé. Hein, ils vont mettre ce système dans des cellules où ils vont arroser en permanence. Ils vont enrichir le sol en phosphore et en potassium pour que les bactéries puissent travailler. Parce que le pétrole, ça reste une substance naturelle. Et donc là, les bactéries font leur travail. Ça va prendre du temps, mais elles font leur travail. Sur la plaine de Gros, c'était absolument impossible, dans l'état des connaissances scientifiques actuelles. Donc, merci pour cette réponse. On va accueillir Anissa pour la dernière présentation. Merci encore. Voilà, donc j'ai une bonne nouvelle, on va sans doute arriver à finir à l'heure. Donc on accueille donc Anissa Lounès Hadj Sarawi pour une proposition sur le phytomanagement, une seconde vie pour les sols pollués, avec 2 exemples dont vous allez nous parler. Donc vous êtes professeur des universités, donc vous êtes une de celles qui vient le plus loin pour nous rencontrer, de l'université du littoral des Côtes d'Opale. Vous êtes membre de l'unité de chimie environnementale et des interactions sur le vivant à Calais, professeur donc de cette université et responsable d'une équipe de recherche au sein de ce laboratoire. Vos activités de recherche portent principalement sur le phytomanagement et la refonctionnalisation des sols pollués. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci pour cette présentation. Faut que vous colliez votre... oui, vous le colliez. Voilà. Ça va? Vous entendez? Oui. Merci pour cette présentation et votre invitation à participer à cette journée du patrimoine qui est fort intéressante. Donc effectivement, comme ça vient d'être dit, je viens des Hauts-de-France et je ne sais pas si ça va vous rassurer ou pas, mais on a exactement la même problématique qu'ici, c'est-à-dire que nous sommes une région en fait, qui a hérité d'un grand nombre de sites et sols pollués du fait de notre histoire d'activités minières. Et donc, on a dû un peu se creuser la tête et se poser exactement les mêmes questions que vous. Que peut-on faire avec tous ces sols pollués, toutes ces friches? Donc aujourd'hui, je viens un petit peu vous raconter l'histoire d'un exemple, un exemple parmi d'autres de projets que nous avons menés sur ces sols pollués, et pour vous montrer que le phytomanagement pourrait être une solution parmi d'autres et pourrait éventuellement marcher à condition de penser à un certain nombre de choses. Je ne sais pas si ça marche, le changement. Voilà. Donc je vais commencer par quelques éléments de contexte pour vous expliquer un petit peu ce qui nous a amené à proposer ce projet. Ce matin, ça a été dit par Marie-Odile, donc on ne fait appel donc, aux phytotechnologies que très rarement. Les bureaux d'études donc, ne font appel que très rarement à ce type de solutions. Et on sait qu'il n'y a que 3% des opérations de gestion des sites et sols pollués qui utilisent la phytoremédiation. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi ce manque d'engouement pour ces méthodes qui, et pourtant, paraissent très propres, écologiques, intéressantes? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première raison est leur lenteur. En effet, ça a été dit, ça nécessite des années pour que le sol soit dépollué et encore. Deuxième raison, c'est leur efficacité qui peut sembler limitée à cause d'une part de la phytotoxicité de la majeure partie des polluants qu'on trouve dans les sols, mais aussi de la biodisponibilité de ces polluants dans le sol. Et troisième raison, je pense que c'est l'une des plus importantes, c'est un manque de retour d'expérience sur des expérimentations grandeur nature, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, des démonstrateurs. L'autre raison, c'est un manque d'expérience et de recul sur l'efficacité ou la rentabilité socio-économique de ce type de phytotechnologie. On a essayé pourtant d'augmenter, d'améliorer l'efficacité de ces méthodes en les boostant, en faisant ce qu'on appelle de la phytoremédiation aidée ou assistée, en rajoutant des amendements organiques, minéraux ou alors biologiques.
Ça aide un petit peu à améliorer l'efficacité, à diminuer le temps dans la dépollution, mais ce n'est pas suffisant. D'où donc l'idée en attendant que ça soit dépollué ou tout simplement changer d'objectif et se dire ces sols sont pollués, ils vont le rester. Il faut juste essayer de trouver une méthode pour exploiter ces sols-là et tirer le maximum en termes de services écosystémiques et peut-être des services économiques et écologiques. C'est pour ça que la valorisation de la biomasse produite sur ces sols pollués est très importante et c'est pour ça qu'actuellement on parle plutôt de phytomanagement et non plus de phytoremédiation. Le phytomanagement étant donc une gestion intégrée des sites et sols pollués, qui a pour objectif non seulement d'atténuer le risque que présentent ces sols-là, mais aussi de tirer profit de tout ce qui est en fait économique, sociologique et écologique. Et l'histoire du projet que je vais vous raconter aujourd'hui entre dans ce contexte général. Il s'agit en fait d'un projet qu'on a appelé Phytéo et qui avait pour objectif d'étudier la faisabilité technique mais aussi socio-économique du phytomanagement dans le cas de sols agricoles pollués par des éléments traces métalliques, des métaux lourds, et en cultivant des plantes aromatiques pour produire des huiles essentielles à activité biologique. Alors, ce projet combine à la fois la mise en place de démonstrateurs, ce qui manque, des démonstrateurs in situ et à grande échelle. On a des parcelles à l'échelle de l'hectare. Et en plus, donc, l'idée, c'était d'étudier la phytostabilisation aidée, ce qui a été déjà évoqué, c'est-à-dire notre objectif, ce n'était pas de dépolluer ou d'extraire les métaux, mais de les immobiliser et de réduire la mobilité de ces métaux, de ces polluants, de telle façon à réduire leur toxicité. Et l'autre objectif, c'était le développement d'une filière de valorisation non alimentaire de la phytomasse produite sur ces sols en choisissant de cultiver des plantes aromatiques et qui produiraient des molécules à haute valeur ajoutée avec des propriétés biologiques que j'exposerai par la suite. Le troisième objectif, c'était d'analyser d'un point de vue technico-économique la viabilité de cette filière plante aromatique huile essentielle. Et bien sûr, ce projet a été également soutenu par une étude d'acceptabilité sociale de la filière, parce que là, c'est également un critère dont il faut tenir compte. S'il n'y a pas d'acceptabilité de la filière qu'on propose, elle ne marchera jamais, on ne pourra jamais l'exploiter. Pour répondre à tous ces objectifs, il a fallu monter un partenariat académique et transdisciplinaire, institutionnel et privé. Donc, il a fallu faire appel à des équipes de recherche académiques, notamment appartenant à l'Université du Littoral Côte d'Opale, pas uniquement des scientifiques, mais aussi des collègues sociologues, pour faire l'étude économique et l'étude d'acceptabilité. On a fait appel également à l'INERIS, mais aussi à un partenaire privé qui nous a suivis, qui est un producteur d'huile essentielle, à la DRAF, à la Chambre d'agriculture, mais également à une association d'agriculteurs qui a mis à disposition les sols dont ils disposaient, qui étaient pollués. Pour mener à bien ce projet, nous avons dû mettre en place une thèse de doctorat qui a été d'ailleurs soutenue en 2021. Et bien sûr, ce projet a été soutenu financièrement, non seulement par l'Université du Littoral Côte d'Opale, mais aussi par le pôle de PMCO, ce qu'on appelle le pôle de compétences de la des Hauts-de-France, et également par l'ADEME qui soutient énormément ce genre de projet. Alors, un petit retour sur... ce projet a eu lieu sur un site emblématique de notre région, qui est le site de Métal Europe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce site. En fait, il correspond à une ancienne usine de fonderie de plomb,
comme par hasard, hein, il y a quand même de plomb Metaleurop Nord situé dans l'ex-bassin minier. En fait, cette usine, comme vous pouvez l'imaginer, donc pendant son activité, a pollué via les rejets atmosphériques. Et ce site Metaleurop, petite parenthèse, fait partie du réseau Saphir, site atelier français pour l'innovation et la recherche, qui sont situés sur la carte ici. On n'a pas beaucoup, hein, mais en tout cas, il y en a. Et en fait, ce site Metaleurop pose un gros problème pour 2 raisons. Et il n'arrête pas. Il a été fermé en 2003. Mais il n'arrête pas de défrayer la chronique. Pourquoi ? Parce que d'une part, en fait, plusieurs centaines de salariés se sont retrouvés sans emploi. Et surtout, la situation sanitaire du site et des sols des terres environnantes, qui sont des terres, je le rappelle, agricoles, est très préoccupante et a été dénoncée par les habitants. Alors, ce site correspond à environ plus de 700 hectares de terres agricoles polluées, ce qui correspond à 34 exploitations agricoles, et on a environ 40 000 habitants qui sont concernés par cette problématique de ces sols. Alors, pour remédier à cette situation qui était vraiment problématique, un projet de territoire a été mis, un plan d'action a été mis en place, dont le projet de territoire pour le renouveau du bassin minier. Et son ambition est très intéressante puisque, en fait, dans le cadre de ce projet, le regard des sols qu'on porte sur les sols pollués a changé. En fait, on a décidé de regarder les contraintes des sols pollués non comme un héritage, comme un fardeau, et arrêter de se lamenter, plutôt regarder en fait ces sols pollués comme des opportunités d'innovation et de développement. Et pour cela, donc dans le cadre de ce projet ou de ce plan d'action, il se décline en plusieurs volets. J'en cite uniquement 2 ici. Le premier volet consiste en un encadrement sanitaire des productions agricoles. Pour cela, en fait, plusieurs zones ont été délimitées. Et donc, vous avez la zone en rouge où toute production agricole est strictement interdite. Pourquoi ? Parce que les concentrations en plomb, en zinc et en cadmium sont stratosphériques et impossible en fait de consommer les productions agricoles. En revanche, au niveau des zones bleues et vertes, c'est toujours très contaminé, mais en fait, la mise sur le marché de ces productions agricoles est conditionnée par une conformité des résultats d'analyse en plomb et en cadmium. Alors, soit c'est conforme, à ce moment-là, les agriculteurs ont le droit de mettre sur le marché leur production, ou alors, si ce n'est pas conforme, les productions soit sont déclassées pour l'alimentation et utilisées en alimentation animale, ou alors carrément détruites. Et le deuxième volet, c'est ça qui nous intéresse, c'est en fait la région a décidé de soutenir les projets de reconversion de ces sols pollués en essayant de mettre en place des filières de valorisation de la biomasse produite sur ces sols pollués. Donc rentabiliser ces sols, mais changer leur usage. Et c'est dans ce cadre-là que plusieurs projets en fait, de valorisation de biomasse portant notamment sur la production de bois-énergie ou de bioénergie, mais aussi d'écomatériaux, ont vu le jour et se sont développés. Et nous, dans le cadre du projet Fitéo, on a proposé plutôt une filière différente qui a consisté donc à produire des huiles essentielles à partir de plantes aromatiques, les huiles essentielles étant des molécules à haute valeur ajoutée. Pourquoi cette proposition ? Parce qu'on s'est aperçu, après une étude de marché, que la demande mondiale en fait, d'huiles essentielles n'arrête pas d'augmenter. Il y a un besoin et une demande croissante. Alors, je vais en fait vous expliquer effectivement rapidement le dispositif expérimental qui a été mis en place. C'est un dispositif qui est in situ. Donc on a tout fait sur le terrain directement. On a choisi 2 parcelles de 2 hectares, une qui n'était pas polluée, qui était donc qu'on a considérée comme une parcelle témoin, et une parcelle qui fait partie de ce site de Metaleurop. Alors juste un petit mot. Donc ces sols sont pollués par du plomb, du zinc et du cadmium, et les pollutions sont
sont de l'ordre de 400 ppm pour le plomb et le zinc et de 7 ppm pour le cadmium, ce qui correspond à des concentrations 11, 6 et 17 fois supérieures au fond géochimique. C'est pour vous dire que c'est fortement contaminé. L'autre question qui s'est posée, c'est quelle plante aromatique faut-il choisir? Donc, on a choisi 3 espèces de plantes aromatiques en se basant sur un certain nombre de critères. D'abord, leur adaptation aux conditions pédoclimatiques de la région, la disponibilité et le coût de la semence, l'intérêt commercial que le producteur d'huile essentielle voit dans ces huiles, le potentiel de phytoremédiation et enfin, et surtout leur cycle de végétation. On a choisi donc la sauge, qui est une plante pérenne, dont on récupère les graines au bout de la 2e année de culture. L'angélique d'abord, qui est une plante pérenne, 2e année, donc récupération des graines en 2e année. La sauge, ce qui est plutôt une plante bisannuelle, et on récupère en fait les inflorescences à partir de la 2e année de culture. Et enfin la coriandre, qui est plutôt une plante annuelle, où l'on récupère à la fois les parties aériennes, mais aussi les graines, l'année même du semis. 2 modalités de culture ont été mises en place. D'abord, on a testé notre procédé aux phytotechnologies sur le sol tel quel, sans rajouter quoi que ce soit, et une autre modalité en rajoutant des champignons mycorhiziens à arbuscules. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des champignons qui sont connus pour favoriser donc, la nutrition minérale des plantes et par conséquent leur croissance et par conséquent leur tolérance donc, aux polluants. Et ils sont décrits également dans la littérature comme intervenant dans l'optimisation de la phytostabilisation. Alors, pour vous dire un petit peu si ça a marché ou pas, je vous montre ici sur cette slide quelques résultats, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. On va juste regarder les photos. Donc, vous avez des champs, en fait, finalement, de sauge et de coriandre. Ça vous montre tout simplement que malgré la forte concentration de pollution dans les sols, eh bien, les plantes aromatiques qui ont été choisies ont poussé sans aucun problème. Donc, elles se sont développées. Donc, la pollution n'a pas eu d'impact. Et ça, c'était pour nous une très bonne nouvelle. L'ajout d'inoculum mycorhizien n'a pas apporté un plus, puisque on avait déjà atteint le maximum de croissance. Ensuite, la question qui s'est posée, est-ce que les rendements en huile essentielle sont intéressants quand les sols sont pollués? Eh bien, on a comparé bien sûr les rendements sur les sols pollués et non pollués. Comme vous pouvez le voir ici sur le tableau, eh bien, il n'y a pas de différence significative dans les rendements. Donc, encore une fois, la pollution n'a pas eu d'impact sur les rendements d'huile essentielle extraite à partir de ces plantes aromatiques. Et enfin, je suppose que la question qui trotte dans la tête de tout le monde, c'est est-ce que ces huiles essentielles ne sont pas contaminées? Parce que forcément, on peut imaginer un transfert de ces métaux vers les parties aériennes et logiquement vers les huiles essentielles. Eh bien, vous pouvez... On n'a pas le temps de rentrer dans les détails de toutes les valeurs, mais en tout cas, on a comparé les teneurs d'éléments traces dans ces huiles essentielles que nous avons extraites à partir de la biomasse cultivée sur sol pollué à celles à partir de la biomasse cultivée sur des sols non pollués. Et vous pouvez voir que les valeurs sont sensiblement identiques, donc aucune différence. La qualité de nos huiles produites donc à partir des plantes que nous avons cultivées sur sol pollué est similaire à celle cultivées sur des sols non pollués. Encore mieux, nous avons en fait comparé les teneurs en éléments traces par rapport à des huiles essentielles que vous utilisez tous les jours, qui sont commercialisées. Eh bien, vous pouvez constater que les huiles qu'on produit sur des sols pollués sont de meilleure qualité. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que ces huiles essentielles sont intéressantes? Quelles propriétés elles ont? Bon, dans ce cas, nous, en tant que fondamentalistes, comme mon collègue l'a dit, on était curieux de voir la composition chimique en principe actif et on s'est aperçu que la pollution n'avait aucun impact sur cette composition. Donc, elles sont aussi riches en principe actif que des huiles
provenant de plantes non contaminées, et on a mis en évidence des propriétés utilisables dans la protection des cultures, antifongiques, herbicides, antigerminatives, mais aussi des propriétés utilisables dans la santé humaine, donc propriétés antioxydantes et propriétés, comme vous pouvez le voir ici, inflammatoires, anti-inflammatoires bien sûr. La question de l'inoculum mycorhizien a-t-il apporté un plus, un atout? Eh bien, nous, d'après nos résultats, l'inoculum mycorhizien n'a pas changé les rendements, on n'a pas eu plus de rendement en huile essentielle, on n'a pas eu des propriétés supplémentaires. Donc, dans nos conditions expérimentales, ce n'était pas nécessaire. Alors, pour finir, et pour tenir les temps, donc je n'ai pas eu le temps de vous parler d'autres. Donc on a regardé sur les 3 plantes aromatiques que nous avons testées, donc l'effet de la pollution sur la croissance, la production de la biomasse, les rendements, la qualité des huiles, mais aussi leur capacité de phytostabilisation. On est allé jusqu'à la valorisation des résidus de distillation, parce qu'il fallait en fait aller jusqu'au bout de la filière. C'est l'ADEME qui l'exige, ça. Et on a fait l'analyse technico-économique, mais aussi l'étude d'acceptabilité sociale. Et comme vous pouvez le voir, là, c'est un tableau récapitulatif, eh bien, la coriandre est moins intéressante puisque vous avez vu qu'il y a quelques points négatifs. Par exemple, sa capacité de phytostabilisation n'était pas terrible, il y avait du transfert et l'immobilisation était limitée. La valorisation des résidus et du coût de distillation était très difficile puisque les résidus étaient contaminés. L'analyse technico-économique n'était pas vraiment optimale. En revanche, parmi les 3 plantes aromatiques que nous avons testées, il s'est avéré que la sauge sclarée coche finalement tous les critères et serait vraiment une option intéressante pour le phytomanagement. Vous allez me dire, oui, mais au début, vous nous avez parlé de 3 plantes aromatiques. Qu'en est-il de l'angélique? Eh bien, l'angélique a présenté quelques problèmes de levée, surtout dans les années 2017-2018. Et rappelez-vous, nous, en tout cas dans le Nord, on a vécu des épisodes de sécheresse terribles et l'angélique n'a pas tenu le coup. En revanche, elle a fini par se développer en 2019-2020. Donc, on va continuer d'évaluer son potentiel dans le cadre d'un projet qu'on appelle DefiTop et qui a été également soutenu par l'ADEME. Ceci dit, cet épisode de sécheresse nous a rappelé qu'il faut intégrer cette notion de changement climatique dans le choix des plantes que nous allons proposer dans le cadre du phytomanagement parce qu'elles seront également impactées. Donc il faut étudier cette adaptation. Dernier mot. Si on veut, en fait, pour choisir une option d'une plante, un assemblage plante-microbiote, il faut absolument, en fait, quand on fait le bilan économique ou socio-économique, intégrer la notion de bilan socio-économique et écologique. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand on fait ces bilans, on intègre uniquement des éléments monétisables. Or, je pense que la valeur écologique que la revégétalisation peut redonner à un site est hyper importante et donc on y travaille aujourd'hui donc on essaie de faire des bilans beaucoup plus complets. Donc on tient compte des éléments financiers, des éléments sociétaux parce que c'est important, mais aussi des éléments écologiques. Et voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je remercie bien sûr l'ensemble des personnes qui ont participé à ces projets, mais aussi les financeurs qui nous ont soutenus. Merci pour votre attention. Non, mais merci beaucoup. C'est vrai que les présentations sont extrêmement riches et claires. Donc, je vais tenter une conclusion, même si votre présentation était elle-même très synthétique. Donc, on a parlé de différentes choses sur ces 2 tables rondes. On a parlé d'accidents du temps court, par exemple déverser d'énormes tonnes d'hydrocarbures à des pollutions sur des temps longs liées notamment à l'ère industrielle qui a duré quelques dizaines d'années, ce qui est quand même une période assez courte si on prend en compte le temps de la constitution des sols qui, lui, se base sur des amplitudes de temps beaucoup plus longues. Et donc, en fait, ces solutions
parfois, dont on a parlé, sont elles-mêmes sur des temps courts, parce qu'il y a un risque fort, par exemple pour la potabilité de l'eau, ou parfois sur des temps plus longs qu'on peut se permettre si le risque pour les usagers est plus faible. Et donc tout cela nécessite d'arriver à faire des compromis entre les solutions que l'on a liées au génie civil et les solutions de génie écologique. Génie écologique dans lequel la connaissance remplace le pétrole. Je ne sais pas si vous connaissez cette statistique, mais auparavant, on mettait 1 calorie pour produire 12 calories alimentaires. Et dans l'agro-industrie, on intègre plutôt 12 calories, l'équivalent de 12 calories, pour produire seulement une seule calorie. Donc, dans la question de la résilience alimentaire, et j'aurai la chance le 12 octobre de participer au Conseil national de la résilience alimentaire à Paris pour parler des grandes fermes qui pratiquent l'agroécologie. Et donc, heureusement que ces questions commencent à être d'actualité. Mais donc, on essaye, comme vous êtes tous en train de le faire, d'utiliser plutôt la connaissance qui remplace le pétrole pour arriver à remettre la balance calorique, on va dire, et d'énergie dans le bon sens. Et donc, pour cela, comme vous l'avez dit, on utilise également la biodiversité locale, mais avec cette contrainte du changement climatique, parce que le changement climatique, on n'a pas des problèmes de pollution de l'air industriel, mais le changement climatique est aussi une des conséquences liées à cette ère, et on est bien obligé, on l'a vu avec la sécheresse qu'on a eue cet été, de prendre en compte pour arriver à favoriser en fait la vie. Toutes ces pratiques nécessitent du soin, qui se font le plus souvent à la main, ou alors avec la vie des plantes, des fourmis, des vers de terre, d'autres, et non pas forcément à la machine. Et donc on est sur des dynamiques qui favorisent la biodiversité et les dynamiques du vivant. On a aussi dit, et j'ai 2 derniers points, qu'il fallait faire effectivement la comptabilité de ces projets ne se tient dans le monde dans lequel on est aujourd'hui que si on fait une comptabilité en triple capital, avec également le capital écologique et non pas seulement le capital financier et le capital social. Et donc cette rencontre en fait entre le monde de l'industrie et le sol questionne la vie des sols et de son habitabilité, à la fois par les organismes vivants, qu'ils soient humains et non humains. Et donc ce qui est intéressant et que l'on a vu tout au long de la matinée et qu'on va continuer de voir tous ensemble, c'est que ça permet de mener des projets interdisciplinaires et intermétiers qui relient et mettent ensemble pour arriver à trouver des solutions des industriels, des juristes, des propriétaires et des gestionnaires du foncier, des scientifiques, des laboratoires, des bureaux d'études, des agriculteurs, des pépiniéristes, toutes les filières, notamment celles autour du végétal, des designers, des opérateurs culturels, des centres de formation, des paysagistes, des habitants et tous les usagers du lieu. Donc voilà, je suis très contente qu'on conclue cette journée tous ensemble et qu'on la continue ensuite dans l'ensemble de ce projet qui s'appelle Remade Space et qu'on lance aujourd'hui. Merci beaucoup. Mathilde. Merci à toi. Oui, juste quelques mots de remerciement. Dans un premier temps, merci infiniment à tous les intervenants pour votre temps, pour votre contribution et puis pour ce que vous nous avez appris aujourd'hui, parce que c'est vraiment enthousiasmant. Je voudrais remercier Émilie pour son rôle d'animatrice qu'elle a joué à la perfection. Vous remercier pour votre flexibilité, on parlait de flexibilité tout à l'heure, vis-à-vis des conditions d'intervention en milieu extérieur, parce que c'est pas toujours simple. Là, on voit que le vent commence à se lever, donc en plus de la réflexion, on a le vent, c'est toujours sympathique. Mais donc ça vous a demandé une adaptation, mais ça a aussi demandé beaucoup d'adaptation aux gens qui travaillent ici, notamment aux équipes d'Actavista et de BAO qui travaillent autour de vous pendant qu'on fait ces conférences, qui se sont mobilisés pendant toute cette semaine du patrimoine de manière assez exemplaire. Donc je sais qu'il y en a encore quelques-uns qui traînent par ici, donc je voulais quand même les remercier au moins formellement. Remercier Primavera qui est là, qui a tout géré de A à Z sans faille, et pourtant dont la mission est normalement de faire de la médiation auprès du public et d'accompagner les résidents artistes qui ont lieu là. Donc merci encore infiniment pour votre présence. Si vous voulez retrouver le contenu de cette journée, de cette matinée, vous savez qu'elle sera diffusable sur le site internet de la citadelle de Marseille.org, et j'espère à bientôt.